Je suis ravie de vous voir tous et toutes pour cette deuxième conférence donc organisée par notre association de sexologues cliniciens francophones, la SCLIF. Alors, nous avons choisi cette année le thème de la créativité du sexologue et après une belle conférence qui a eu lieu donc à la fin de l'année 2024, celle-ci est plutôt tournée vers les états de conscience modifiés, l'imaginaire et la relation. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Alors, c'est tout simplement parce que je suis partie d'un postulat, le postulat que finalement, faire l'amour ou être amoureux, c'est déjà être dans un état de conscience modifié. Et ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le lien entre ces états particuliers et puis effectivement la sexualité et l'état amoureux. Alors, je vais faire juste une toute petite introduction sur comment on considère les états de conscience modifiés, et en particulier en hypnose, pour ceux qui font de l'hypnose, mais pas seulement en hypnose, dans d'autres approches aussi. D'abord, c'est un état d'absorption, alors qui est à la fois corporel, sensoriel, qui va constituer une sorte de paysage sexuel qui va être basé aussi sur la construction de la sexualité. Ça implique aussi bien sûr les émotions, les cognitions, et puis des états de dissociation et de réassociation. On en parlera certainement ce soir. Il y a une autre façon d'envisager aussi les états de conscience modifiés, c'est la définition de François Roustan, que j'aime bien, qui est l'état de veille paradoxale, qui implique donc le rêve, la rêverie. Et pour moi, c'est un plan aussi qui est important, évidemment, dans la sexualité, avec toute la dimension du fantasme. Et une troisième définition, je me suis basée aussi sur la définition d'Antoine Bioy, que certains d'entre vous connaissent bien, qui parle d'état de transe. Et il dit, c'est vivre une façon différente la réalité environnante et s'ouvrir à une possibilité de la façonner autrement. Donc effectivement, cet état de transe hypnotique, c'est aussi un état que l'on retrouve dans le vécu du rapport sexuel, de la sexualité individuelle aussi. Et moi, j'ajouterais l'intertrance, c'est-à-dire cette co-construction sexuelle qui se passe entre les partenaires. J'aime bien le terme d'hybridation des inconscients dans la sexualité, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce qui se passe entre deux personnes qui vont se rencontrer sur le plan sexuel. Alors, sur le plan de la clinique, ce qu'on voit quand même bien souvent, c'est cette nécessité que cet état doit être à la fois en soi et avec l'autre. Donc, il y a déjà une nécessité double. Ce qu'on voit aussi, c'est que les difficultés sexuelles sont souvent liées à la carence de cet état de conscience modifié. Alors là, par exemple, dans la dimension de ne pas être là, ou la difficulté de se connecter à son propre corps, ou l'envahissement des cognitions négatives qu'on voit dans les difficultés sexuelles, voire dans les pathologies sexuelles, et puis aussi l'incursion des croyances limitatives. Alors le troisième point aussi qu'on retrouve dans la clinique, et après je passerai la parole à nos intervenants, c'est ce que j'appelle l'embrouillement des dictates de la sexualité. Alors, tous les dictates dans lesquels on est auxquels on est tous confrontés, le devoir conjugal, le sentiment d'appartenance, l'oubli de soi, les normes sociales, qui souvent mettent en perspective la question du désir et sa fluidité dans la sexualité et aussi évidemment dans les relations affectives. Donc, je vais, j'ai pensé plutôt cette conférence inviter donc trois personnes. Eh ben, on va commencer par Véronique. Bonsoir. Voilà, bonsoir Véronique. Donc, Véronique est psychologue clinicienne. Elle s'intéresse beaucoup à la question du trauma et des violences sexuelles. Donc voilà, et elle va nous parler de sa pratique clinique autour de cette question de la créativité et des états de conscience. Pascal, bonsoir Pascal. Bonsoir. Joël. Bonsoir Pascal, je suis ravie aussi que tu sois là. Nous travaillons très très régulièrement avec Pascal, qui est médecin, addictologue,
et qui aura certainement beaucoup de choses à dire aussi autour de la relation entre le thérapeute, le médecin et le patient, et en particulier avec cette coloration particulière des addictions. Voilà, donc je vais. Alors, Gérard Rib n'est pas là, il est à Saint-Martin. J'espère qu'il va pouvoir se brancher pour qu'on puisse aussi avoir son expérience. Vous connaissez certainement pour beaucoup Gérard, qui est un sexologue connu dans notre milieu. Il travaille beaucoup sur la sexualité des personnes âgées. Donc, j'espère qu'il pourra nous rejoindre parce que c'est vrai qu'il n'est pas tout prêt. Et voilà, j'espère que la connexion pourra se faire. Alors, ce que je vous propose pour cette première partie des interventions de nos invités, c'est donc de poser 3 questions et on va faire, voilà, je vais vous poser la première question à nos invités, je vais les laisser répondre un peu à leur façon, à partir de cette question. Et surtout, moi, ce que j'avais envie, c'est qu'aussi cette séance soit aussi créative. C'est-à-dire que ce ne soit pas des conférences qui soient académiques, on va dire, mais que chacun, à partir de ces questions, ces 3 questions, puisse évoquer sa pratique et puis son expérience. Alors voilà, on y va. Donc je pose la première question déjà à Véronique et à Pascal. Faire l'amour nécessite-t-il toujours un état de conscience modifié? Alors, quel est votre avis là-dessus? Et quel lien vous faites-vous dans votre pratique avec la créativité sexuelle? Alors, je ne sais pas qui va commencer. Véronique, tu commences? Moi, je veux bien commencer. Donc, effectivement, je voudrais vraiment spécifier que je suis spécialisée dans les prises en charge des traumatisations complexes. Et j'ai choisi, pour répondre à ces questions, de partir d'une situation clinique. Donc, je ne vais pas vous parler tout de suite, je vais répondre à la question, mais une situation clinique d'une personne qui est venue consulter après avoir porté plainte pour viol. Donc, pour cette première question, est-ce que ça nécessite toujours un état de conscience modifié? Moi, je réponds oui. Je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir une focalisation sur ce qui se passe en soi, ce qui se passe pour soi, et ce qui se passe, j'aime bien ton expression, l'intertrance, c'est-à-dire pour l'autre aussi, mais aussi entre les deux au moment où ça se passe, ce qui nécessite d'avoir une focalisation là-dessus et sur rien d'autre. Mais dans les situations de traumatisation, en général, ce qu'on va pouvoir voir, c'est des états d'auto-hypnose négative. Tu as parlé de cognitions négatives qui peuvent envahir la personne. Alors, pas que des cognitions, effectivement, des sensations, des états internes, des souvenirs, des mémoires du corps qui vont se réveiller. Et qui vont se réveiller en lieu et place de ce qui est en train de se passer avec le partenaire ou la partenaire, ce qui amène à des états dissociatifs et des états de confusion où le partenaire n'est pas considéré comme celui qu'il est actuellement, mais il y a des mémoires d'autres situations, d'autres moments, d'autres temps qui vont se réveiller. Donc ça amène à des relations sexuelles qui vont certainement manquer de créativité. On va développer ça, je suppose, au fur et à mesure, mais manquer de créativité au moment où ça arrive. Voilà, en tout cas, pour répondre à cette première question. D'accord. Pascal? Alors, merci, Joël, de m'avoir fait participer à cette conférence. Je viens d'entendre le mot confusion, c'est là-dessus que je vais partir en fait. Quand on parle de substances, les substances, elles modifient beaucoup de choses, et c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un qui est confus parce qu'il voit arriver une personne qu'il n'attendait pas de sa famille, ou par quelqu'un qui a pris une substance qui crée de la confusion. Il y a une confusion qu'on recherche, et une qu'on ne recherche pas. Donc quand on parle d'état de conscience modifié, quand tu as parlé de cette question, Joël, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai même dit à une certaine période que quand on parle d'hypnose, si je suis très puriste et que je prends les propos de François Roustan, il n'y a pas d'état de conscience modifié. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on va avoir une perception différente, ce qu'il a appelé une perception généralisée ou perceptude, mais il y a quand même dedans quelque chose qui est très proche, c'est la confusion.
Alors moi, j'en déduis dans ma pratique que la confusion, c'est un des symptômes de l'état de conscience modifié. Et quand on parle de sexualité, on est très vite dans la confusion. C'est-à-dire que cette confusion est nécessaire. On va donc avoir deux personnes qui vont se rencontrer, et puis peut-être qu'une a une pensée, une attirance pour l'autre et une pensée peut-être de désir, celle qui est en face peut-être pas, donc l'attirance, la façon de le dire va créer de la confusion. Donc cette confusion, elle peut être évidemment souvent, elle est prise du côté très négatif, j'ai été confus, la confusion m'a dérangé, mais la confusion, elle est aussi très thérapeutique parce qu'elle ouvre des portes, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre d'être moins réticents, soit je vais me mettre en retrait, soit je vais tout simplement me laisser promener pour voir ce qu'on est en train de me dire. Donc dans l'approche de deux personnes, euh, si on regarde qu'est-ce qui va se passer, une personne est attirée par l'autre personne, on va avoir un désir qui va commencer à s'exprimer, et puis va arriver une phase plus physique, celle du corps qui est excité. Et l'excitation, elle nous fait rentrer là, d'emblée, dans quelque chose qui va être un état de conscience modifié, puisque qu'est-ce que je vais ressentir? Je vais avoir des sensations, je vais avoir des émotions. Alors, si on parle, comme Véronique nous le dit, les émotions vont peut-être être des mauvaises émotions, des émotions qui sont rattachées à un contexte où j'ai vécu un trauma, mais en même temps, peut-être que je pourrais avoir d'autres émotions, mais les sensations, dans ce cas de plus simple, de plus pur, elles se fabriquent comment ces sensations? Elles se fabriquent dans ce que je ressens à cet instant-là. Celui qui est en face de moi ne sait pas ce que je ressens, et on va aller rechercher la sensation de l'autre, il va y avoir un mélange de questionnements. Quand on consomme des substances psychoactives, les sensations sont complètement modifiées, suivant les substances, totalement modifiées. Je vais ressentir ma peau comme quelque chose qui devient mou, ma peau peut devenir dure, elle va être un objet qui s'étend, qui se déforme, ça c'est les effets de la kétamine en particulier. Et puis on peut avoir aussi des sensations, je dirais, qui changent d'espace. Je ne parle plus des sensations de mon corps, je parle dans l'espace, je suis en train d'envahir tout l'espace. Et on retrouve à ce moment-là la phase qui est après celle de l'excitation, c'est-à-dire peut-être le cheminement vers le plaisir et vers l'orgasme, où quelqu'un peut nous dire, je sors de mon corps, je suis en train vraiment de vivre quelque chose qui me permet d'être dans tout ce qui m'entoure. On est dans une dissociation. Ce que Véronique a évoqué aussi, elle a parlé de dissociation et de confusion. Donc c'est vrai que, est-ce qu'il y a un état de conscience modifié? Par définition, oui, puisqu'on passe par des sensations nouvelles, par des émotions qu'on accueille, parfois perturbées par d'autres émotions qu'on a vécues. Oui, je pense qu'on est dedans. Et donc, la deuxième partie sur la créativité, est-ce qu'il y a un lien entre cet état de conscience modifié et la créativité? La créativité va être très variable en fonction de ce qu'on va être capable de faire par rapport à ce qu'on vit comme confusion et comme état de conscience modifié. J'ai eu envie, moi, quand j'ai vu cette question, ça m'a fait penser à Jean-Didier Vincent, qui a été un professeur de physiologie il y a quelques années, qui avait écrit le livre Biologie des passions. C'était la première fois qu'on voyait dans un livre de vulgarisation sur l'impact des hormones, qu'on voyait qu'il y avait une hormone qui s'appelle la lilubérine et qui était citée pour la première fois de façon populaire, si on peut dire, en disant c'est l'hormone du plaisir. Donc ça a amené à se dire, c'est vrai que le plaisir va naître dans ce que ma vue me permet de voir. Donc là, on a la sensation, dans les sens, on a la sensorialité visuelle. Je vais sentir des odeurs, des parfums. Je vais toucher des choses avec mes mains, avec la sensation que j'ai. Tout va se mélanger et va dire à mon cerveau, ah mais ce que je suis en train de voir, c'est peut-être quelqu'un qui m'attire. Et à ce moment-là, je vais peut-être sécréter un peu de dopamine, mais surtout de la lilubérine. Alors, on va parler d'ocytocine, de lilubérine, on va parler de dopamine, on va parler de sérotonine, on va parler en fait de tous ces neuromédiateurs qui vont participer à nous amener vers quelque chose. Voilà, donc je dirais que la créativité, finalement, va naître peut-être à partir de là, peut-être plus qu'avant. Donc il y a parfois une créativité qui ouvre une porte, mais très souvent c'est parce qu'on a un état de conscience modifié qu'on s'ouvre, à mon avis, à la créativité. Et en tout cas, c'est ce qui se passe dans l'hypnose. Voilà un petit peu ma présentation. Merci Pascal. Alors je vois que Gérard est là, donc tout bronzé. Donc je vais reposer la question pour que tu l'as eu puisque je vous l'avais envoyé. Faire l'amour nécessite-t-il toujours un état de conscience modifié et quel lien avec la créativité sexuelle? Donc on voudrait bien avoir ton point de vue sur cette première question. Bon, ben, désolé pour ce retard, indépendant de ma volonté déjà, hein. Donc oui, dans ce que j'ai réfléchi par rapport à ça, pour moi, ça pose plusieurs questions.
D'abord, ça pose la question du faire l'amour, euh, qui est pour moi déjà une interrogation parce que ça lie un acte sexuel à un état cognitif particulier. C'est vrai que c'est la manière la plus habituelle dont c'est présenté, mais est-ce que le fait d'avoir un acte sexuel est forcément lié à cet état cognitif particulier qui serait l'état amoureux en l'occurrence, qui déjà pose la question du biais cognitif de l'état amoureux. Depuis Flaubert, on sait que le lien entre l'état amoureux et le côté, je vais mettre des guillemets, mais à peine, mais le côté délirant est assez présent. En tout cas, c'est la manière dont il avait écrit, et que déjà, il y a peut-être une forme d'état de conscience modifié quand on est dans cette idée qu'on est dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui va aboutir à une relation sexuelle avec cette personne-là. Donc, comme s'il y avait quelque chose qui était une sorte d'enchâssement d'état de conscience modifié qui peut-être amenait à une vision, à une cognition et à des sensations qui sont des sensations particulières dans ce contexte-là, vis-à-vis de ce que je viens d'évoquer. Donc pour moi, je partirais plutôt sur l'idée d'un état complice qui, on va dire, puisque c'est très à la mode actuellement, déconstruit un peu cette idée d'un état amoureux qui, à mon avis, d'ailleurs, est à réfléchir, parce que notre société a conçu d'une certaine manière l'état amoureux, d'autres sociétés l'ont conçu d'une manière complètement différente, et en quoi, là, on n'est pas justement dans un biais déjà qui nous amène à penser les choses d'une certaine manière comme un script sexuel, hein, dans l'idée du script, d'une sorte de doxa sociétale qui nous amène à penser les choses et à rentrer dans quelque chose qui n'est pas forcément ce en quoi on est actuellement en tant que personne. Donc ça c'est pour moi le premier point. À partir de ça, pour moi, ça va poser la question de en quoi la sexualité pose la question de la rencontre, ou pas. Est-ce que la sexualité est justement quelque chose qui va faire une rencontre avec soi ou avec un autre, et une rencontre qui est une rencontre découverte avec soi et avec un autre? Je pense que dans les éléments qu'on va retrouver en termes de pathologie de la sexualité, cette question de la non-rencontre est une question importante. On est là aussi dans une évolution de la société où la manière de concevoir la rencontre sexuelle est quelque chose qui peut se passer dans simplement une utilisation de l'autre, euh, qui parle d'une rencontre d'un corps à corps et qui ne parle pas d'une rencontre d'un cœur à cœur, si je veux rester dans une forme de métaphore. Donc c'est en quoi il y a quelque chose qui est peut-être sur deux niveaux différents et qui va pour moi poser cette question de en quoi ces moments de corps à corps ne sont peut-être pas à ce moment-là des états de conscience modifiés, mais simplement quelque chose qui est une utilisation d'un autre, d'un tiers, comme élément de soi-même et non pas quelque chose en termes de partage. Le deuxième élément, ça, je pense que vous l'avez peut-être évoqué parce que ça me paraît un truisme quand on travaille sur toutes ces questions d'état de confiance modifié. Moi, j'ai eu à un moment dans ma carrière l'occasion d'entraîner les skieurs d'équipe de France de descente en hypnose. Donc, quand je travaillais avec ces skieurs-là, l'hypnose, je l'ai pensée et avec eux, on l'a construit comme une hypervigilance. Euh, en quoi je suis hyper vigilant à l'ensemble des sensations, en quoi cet état de conscience modifié va me permettre d'être dans un ressenti extrêmement fin, d'être dans une acuité extrêmement importante de tout ce que je vais ressentir en fait. Et là, je pense qu'on est dans un élément extrêmement important autour de la sexualité. Donc, en quoi cet état de conscience modifié n'est pas comme une forme de lâcher-prise, qui pour moi n'a aucun sens, cette notion de lâcher-prise, mais au contraire un état d'hypervigilance aux sensations. Et peut-être un état de vigilance plus dans les sensations que dans les cognitions. Là aussi, notre société occidentale nous a beaucoup amené
à se penser en termes cognitifs, à abandonner le côté sensitif, alors que d'autres sociétés, cette dimension sensitive est extrêmement importante. Et je pense qu'en ça, justement, dans la sexualité, il y a cette capacité à retrouver cette hypervigilance sensitive dans une rencontre avec soi et dans une rencontre avec un autre. Troisième point, il y a aussi quelque chose qui pour moi est un point extrêmement important, parce que je le reprendrai après, c'est qu'il y a une différence importante pour moi entre état de conscience et transe. Euh, État de conscience modifié, pardon, et transe. Parce que dans l'état de conscience modifié, dans toute ma pratique qui a été longue en la matière, on est justement dans quelque chose qui est une forme d'ouverture sur. Il y a quelque chose qui ouvre un certain nombre de choses, qui ouvre des perceptions, et qui, cette ouverture sur, peut amener à quelque chose dans un état de transe. Mais cet état de transe, à ce moment-là, c'est un état de fermeture. C'est un état de fermeture par rapport à soi qui peut ouvrir sur d'autres dimensions qui sont plus des dimensions de la dimension que je qualifierais humaine, qui peut ouvrir sur d'autres axes, mais en quoi l'autre est encore présent, en fait, là-dedans. Et ça va m'interroger sur un certain nombre de patients que je pense être en transe permanente, et être incapables justement d'être dans une rencontre avec un autre, parce qu'ils sont dans une forme de transe permanente, en fait. On en reparlera à la fin, dans les échanges. Et puis peut-être deux points là pour terminer ce premier élément. C'est cette question de en quoi la rencontre sexuelle est une rencontre qui nous amène sur d'autres dimensions de ce qu'on a pu être. En quoi je veux parler de d'autres dimensions de ce qu'on a pu être, c'est toute la dimension du jeu, J-E-U. En quoi la rencontre sexuelle, lorsqu'elle n'est pas bien sûr dans un contexte où il y a pu y avoir des éléments traumatiques, mais en quoi la rencontre sexuelle nous ramène à cette dimension ludique, à cette dimension d'accepter de jouer un rôle, d'accepter d'être différent, d'accepter de... c'est Esther Perel qui dit une phrase que j'aime beaucoup, elle dit, je la transforme sa phrase, mais elle dit la sexualité, c'est faire la nuit ce qu'on réprouverait le jour. Et ça, c'est intéressant, c'est en quoi on fait du comme si, en quoi on est sur un autre registre, en quoi justement ça me pose aussi pour moi la question de cette question d'état de conscience, mais aussi cette question d'ouverture sur d'autres dimensions de sa conscience, et en particulier de en quoi ça peut faire lien sur des éléments de ce qu'on a pu être dans quelque chose qui était ce qu'on était enfant. Et moi, j'aurais tendance à dire que la sexualité, c'est quelque chose de gai sérieux, ou de joyeux sérieux. Ça doit activer aussi en nous ces dimensions d'enfant. Je vais garder ce terme-là, mais pas infantile, mais d'enfant en nous, dans quelque chose qui n'est pas simplement axé sur nous, mais axé dans un autre. Donc, quand on est, pour moi, dans ces moments de rencontre sexuelle, dans ces moments d'état complice, comme je le disais tout à l'heure, et non pas d'état amoureux, c'est sûr qu'on ouvre d'autres dimensions de soi-même, on ouvre d'autres rencontres avec soi, et là, je pense que c'est une clé extrêmement importante d'une forme de bien-être sexuel. Voilà, en préambule de ce que je voulais dire. Ben, c'est un beau préambule, hein, Gérard, hein. Merci, parce que vraiment, tu ouvres plein de portes. Alors moi, les portes qui me semblent, avant de passer à la seconde question, puis on repassera la parole à Véronique, ce distinguo que tu fais entre état de conscience modifié et transe, alors pour nous qui faisons de l'hypnose, c'est une vraie question. Hein. J'ai donné la définition d'Antoine Bioy de la transe tout à l'heure, tu n'étais peut-être pas branché, mais voilà, donc il donne une définition autour d'une façon différente de voir la réalité environnante et de s'ouvrir à une possibilité de la façonner autrement.
Donc il y a quelque chose de l'ordre de la transformation dans la transe, mais qui existe aussi dans l'état de conscience modifié. Donc c'est vrai que la limite, elle est vraiment très, très sensible, mais on pourra y revenir. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, beaucoup dans tout ce que vous avez dit là et qui ressort, et en plus ce sera l'objet de ma communication au JF3S, donc voilà, ça m'ouvre en plein de choses, c'est la dimension initiatique et émancipatrice de la sexualité. C'est ça qui ressort de tout ce que vous dites là. Donc voilà, donc cet état complice, qui peut englober l'état amoureux ou qui peut, voilà, qui peut avoir un lien avec, en tout cas, eh bien, est aussi un vrai chemin, quoi, un vrai chemin de découverte de soi et de découverte de l'autre. Le point sur lequel je m'arrêterai une seconde, quand même, c'est que là, on parle c'est vrai que c'était un peu ma question, mais du couple, enfin de la rencontre avec l'autre. Mais il y a aussi la sexualité qu'on vit aussi soi-même, seul, de son côté. Et finalement, l'état de conscience modifié, il a aussi sa place à ce moment-là. À partir du plaisir, à partir de l'orgasme, etc., etc., même si on n'est pas avec quelqu'un. Donc voilà, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, toutes ces facettes sont extrêmement riches. Alors, je vais peut-être vous poser la seconde question. Véronique, tu serais prête à répondre à la deuxième question? Oui, vas-y. Voilà. Alors, la deuxième, c'était quelles sont les conséquences d'une difficulté d'état de conscience modifié et de créativité en sexologie? Alors, puisque tu voulais parler d'un cas clinique, Ouais, je crois que c'est le moment. je parlais de ce cas clinique parce qu'il relève aussi de quelques éléments dont vous avez parlé précédemment. Le cas clinique dont je voudrais parler, on va l'appeler Madeleine. C'est une femme qui vient me voir, elle a 40 ans, après avoir porté plainte pour viol. En réalité, on ne va pas parler du viol tout de suite. Moi, je ne suis pas sexothérapeute, hein. Mais évidemment, je vais quand même travailler là-dessus. On ne va pas parler de ça et on va parler de ce qui l'a amené à subir des viols. Elle en a subi beaucoup. C'est une personne aussi qui consomme aussi de l'alcool, de la drogue. Et qui a été initiée très tôt à toutes ces pratiques et sexuelles, vers 15-16 ans, avec un dealer qu'elle va suivre. Elle va quitter sa famille, mais elle va quitter sa famille très jeune parce que dans sa famille, il y a énormément de violences de toutes sortes, abandon, violence physique, violence psychologique. Et la première chose que nous allons travailler ensemble, qui va prendre quand même 2 ans, ça va être toutes ces violences-là. Quand je travaille en hypnose avec ces personnes-là, je travaille à partir de ce que transporte le corps, c'est-à-dire les mémoires qui sont inscrites dans le corps quand on évoque ces violences-là. Pourquoi je parle de ça dans ce contexte de créativité sexuelle? Parce que cette personne-là, au bout de 2 ans, elle a changé énormément de choses dans sa vie. Elle est musicienne, vous savez, elle est donc assez créative normalement. Mais tout était bloqué partout, aussi dans toute sa créativité générale. Et au bout de 2 ans, elle va pouvoir enfin parler à l'occasion d'un examen médical de sa sexualité parce qu'elle a peur, pendant cet examen, pendant qu'elle sera endormie, qu'on puisse abuser d'elle. En réalité, on l'a utilisée comme objet pendant toute sa vie d'enfant. Et quand elle a des relations sexuelles avec les hommes, elle se fait utiliser de la même manière, c'est-à-dire qu'elle s'abandonne à l'autre, mais pas au sens positif du terme. Elle abandonne ce qu'elle est, sans savoir ce qu'elle est, sans avoir conscience de son corps, sans ressentir, justement, il y a une non-rencontre. J'aime bien cette image-là, il y a une non-rencontre et de l'autre, mais et d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle arrive là, elle n'existe pas. Elle n'a pas de sensation, la seule chose qu'elle peut ressentir, d'ailleurs, elle n'a pas de sensation. La seule chose qui se passe pour elle, c'est qu'elle pense que si on veut d'elle sexuellement, alors ça veut dire qu'on l'aime. Ça veut dire qu'elle vaut quelque chose. Ça veut dire que elle intéresse quelqu'un. Donc, les 2 premières années, on a aussi beaucoup travaillé sur le fait de pouvoir dire non, de pouvoir... Et elle va faire connaissance d'elle-même pendant ces 2 ans, apprendre à dire non, apprendre à se positionner par rapport aux autres, avoir toute autre relation aux autres et à elle-même. Et à l'occasion de cet examen, c'est là qu'elle va
me parler pour la première fois du fait que peut-être avec son grand-père, il s'est passé quelque chose. Alors, dans ces cas-là, je ne cherche pas la réalité de ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est quand elle évoque ça, elle va avoir des sensations et à nouveau, je vais travailler directement sur des focalisations, des sensations qui sont donc ces mémoires-là de la situation évoquée, c'est-à-dire cette situation traumatique. Tout ça va l'ouvrir au fur et à mesure à comprendre, à se ressentir, à se voir, à sentir qu'elle a des émotions, à savoir qu'elle a des avis qui sont différents des autres, à apprendre à les exprimer et surtout à rencontrer justement son propre corps. Et on va faire cette séance-là quand elle parle du grand-père, hein, de son examen clinique. Et quand je vais la revoir la fois d'après, elle va me parler pour la première fois de la sexualité qu'elle a avec son compagnon, qu'elle connaît depuis 10 ans. Jusqu'à présent, elle avait une sexualité où pour elle, c'était tout à fait important de prendre de l'alcool avec lui avant toute relation sexuelle. En réalité, il n'en avait pas beaucoup, alors qu'elle me dit à ce moment-là que, avant tout ça, avec tous les hommes, elle avait toujours plein de relations sexuelles, sans prendre conscience que finalement tout le monde pouvait abuser d'elle autant qu'elle voulait, puisqu'elle ne savait même pas si elle voulait pas, et la seule chose qui se passait, elle était menée par son corps, un corps qui s'excitait tout seul, qui avait été excité avant, en fait, dans les relations qui ont été confirmées avec le grand-père plus tard. Et donc, ce qui est intéressant dans ces situations-là, c'est que les relations sexuelles sont plus liées à une excitation qui mène la personne à aller avec l'autre, mais aussi au niveau interne. Donc, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de créativité. Il y a une répétition de l'autre peut se servir de moi comme il veut et peut m'utiliser. Quand elle prend conscience de tout ça, chaque fois qu'elle parle de tout ça, chaque fois qu'elle prend conscience de tout ça, je travaille toujours, je reprends dès que je sens qu'elle a une émotion, qu'il se passe quelque chose dans le corps, je focalise sur la sensation dans le corps. Et je fais une séance d'hypnose sur ces sensations pour les modifier. Et après ça, elle arrive un jour et elle me dit combien, pour la première fois de sa vie, elle a eu une relation sexuelle avec son mari, où elle s'est sentie pour la première fois comme dans une bulle entière, existant avec lui. Et elle en pleurait de joie en racontant ça, parce qu'elle n'avait jamais vécu ça de sa vie. Donc c'est à ce moment-là, 43 ans, 44 ans, jamais elle a rencontré ça, jamais elle ne s'était elle-même rencontré l'autre à ce moment-là. Et à ce moment-là, alors elle, en plus, en hypnose, elle a une créativité assez formidable, hein, parce qu'elle a des origines japonaises, c'est très très beau ce qu'elle... Et alors, juste pour vous dire le contenu de cette fameuse séance d'hypnose qui est assez belle, donc c'est elle qui crée des choses, et elle me dit, elle se voit d'abord au tout début, parce qu'on part de l'idée qu'elle croyait qu'on pouvait l'aimer s'il y avait si en fait quelqu'un lui faisait l'amour. Enfin, si quelqu'un voulait une relation sexuelle avec elle, pour être clair. Et à ce moment-là, elle ne se sent pas bien. Alors elle se voit d'abord comme une petite fille prostrée et elle sent un énorme ballon dans son ventre, dans son corps, et elle dit, mais c'est comme si j'avais une caverne à l'intérieur de moi. Elle fait exploser le ballon. Et à ce moment-là, elle se sent comme une petite fille en lévitation, où elle sourit. Et elle reste avec... elle se sent beaucoup mieux, beaucoup plus légère, mais elle sort de cet état un petit peu... voilà, puis elle me dit, ah mais je me sens pas bien, j'ai le tournis. Alors on se met la focalisation sur le tournis qu'elle a. Elle se fait vomir, en fait, toutes ces histoires qu'elle a eues avant, elle se fait vomir dans sa main. Et elle reconnaît des sensations qu'elle a quand son mari partait en déplacement, c'est-à-dire en plus cette incapacité à se rester seule. Et après seulement, elle se ressent légère, elle se sent bien, elle se sent débarrassée de tout. Donc là, on en est quand même à 3 ans de thérapie et à pas mal de travail sur ces questions du corps et sur ces questions de ressentir son corps.
Et depuis, elle a pu développer avec son mari des relations sexuelles où on avance là-dessus, où elle décrit de plus en plus de rencontres et d'elle-même et de lui, en fabriquant vraiment des moments où elle arrive à se focaliser sur elle et sur ce qu'elle ressent. Elle se rend compte aussi que tout ce qu'elle ressentait, c'était rempli de honte et de culpabilité, ce qui l'empêchait d'avoir accès aussi à cette sensation de plaisir, évidemment de désir. Il n'y avait que l'excitation sexuelle, mais dès qu'elle ressentait ça, c'était recouvert par la honte, par la culpabilité. Donc on voit dans ces situations de traumatisme une très grande difficulté. Moi, je commence par traiter le traumatisme et après, il y a une liberté, une ouverture pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pourquoi je traite le traumatisme d'abord? Pour arriver à ce qu'elles se sentent elles-mêmes exister. Parce que ces personnes qui ont subi tout cet ensemble de traumatismes qui commence dès la naissance, dans son histoire, il y a vraiment une non-existence de soi. Et tout ce dont on parle d'une créativité, d'une sexualité épanouissante, où les personnes, en tout cas, se sentiraient bien, chacun à leur façon, quand il n'y a pas d'existence de soi, quand il n'y a pas cette conscience d'avoir un corps, conscience d'avoir un sexe, de savoir qu'est-ce que c'est que le plaisir avec l'autre, qu'est-ce que c'est que l'autre qui n'abuse pas de moi, qu'est-ce que c'est en fait simplement faire l'amour, être amoureux, on parle de tout ça. Mais pour ces personnes-là, en fait, tout ça, c'est une espèce d'une langue étrangère auquel, quand ils arrivent avec ces états de traumatisme très, très puissants de toute une enfance traumatisée, mais tout ça, ça n'existe pas. Et donc, c'est vraiment comment arriver à elle-même d'abord pour ouvrir ensuite à une représentation qu'on va construire ensemble de là où principalement vous parlez d'une sexualité où en effet on peut éprouver du plaisir, en susciter et avoir du désir. Voilà. Merci pour cette belle histoire clinique parce que ça a dû être une très belle aventure que vous avez fait toutes deux. D'ailleurs, dans la troisième question, on parlera de la relation, donc peut-être que tu pourras rebondir Bien là-dessus. sûr. Parce que Ouais. ça va être intéressant de savoir comment toi tu analyses cette question de ta relation à elle dans ce progrès qu'elle a pu faire et dans cette évolution. Pascal, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais... je pense que je suis même sûre que tu vas pouvoir nous dire des choses très intéressantes sur les conséquences de cette difficulté de l'état de conscience modifié. Alors, j'ai reçu au cabinet une jeune fille que je vais appeler Sophie, qui est venue me voir pour un bilan de troubles de l'attention. Donc elle m'était adressée par quelqu'un qui la suivait, qui l'accompagnait. Elle est venue me parler de ses difficultés de concentration, de ses difficultés à se poser, des difficultés à supporter que sa pensée soit aussi éparse. Et puis dans ces questions-là, puisque je m'occupe des troubles de l'attention, je questionne la sexualité. Et je demande toujours quelle est pour vous votre sexualité. Est-ce que vous la trouvez présente? Est-ce que vous la trouvez non présente? Je fais toujours un lien avec le trouble de l'attention. Et donc là, on ouvre une porte extrêmement compliquée pour cette jeune fille. Donc je l'ai revue après en addictologie pure. Et cette jeune, en fait, elle a, on va dire, 28 ans, un milieu familial qui était là. Et puis, elle ne va pas bien, elle va pas bien relativement vite, avec une sœur qui prenait le dessus par rapport à elle, et elle ne trouvait plus sa place. Et elle a commencé à trouver sa place dans la séduction auprès d'hommes souvent beaucoup plus âgés et beaucoup plus, je dirais, violents, et qui petit à petit imposaient leur emprise sur cette jeune fille. Donc aujourd'hui, la question qui se posait après toutes ces années, ça a été d'arriver à gérer une demande de signalement, puisqu'on ne la retrouvait plus, et qu'en fait, elle repartait régulièrement retrouver des personnes qui étaient dans la rue pour se trouver finalement de nouveau exister. C'est vraiment ce que j'entends avec Véronique. Et elle existait parce que des personnes s'intéressaient à elle et généralement s'intéressaient à elle avec l'utilisation des substances. Et c'est là que c'est tout à fait étonnant comme histoire. Donc cette jeune fille vient d'avoir un séjour, va mieux, elle est dans un autre séjour où je la vois. Et on parle ensemble de ce qu'elle vit, et on parle donc d'un moment où elle a commencé à se confier sur des viols qu'elle a subis, et donc elle explique les choses de cette façon-là. La première relation amoureuse qu'elle a vécue a duré plusieurs mois, presque une année,
où elle a vécu en tant que martyr de quelqu'un qui la faisait souffrir dans les relations sexuelles. Et elle me dit, je ne savais pas ce qu'était une relation sexuelle, je ne pouvais pas considérer que j'étais malmenée, je trouvais que c'était compliqué ce que je vivais. Et c'est au fil de l'année de sa souffrance qui s'est installée qu'elle a commencé à se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et puis, ce compagnon la quitte et elle rencontre quelqu'un qui lui dit, on va tous les deux consommer des substances. Et donc, elle entre dans la consommation de substances. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, elle a utilisé au départ des amphétamines, donc équivalent de l'ecstasy. Et donc, elle prenait avec ce compagnon tous les deux des substances. Et elle me dit, nous avons vécu quelque chose de très agréable. C'était une sexualité débridée. C'est comme ça qu'elle me l'a dit. C'est exactement comme ça. Et donc, presque une année avec une vie. Elle a vécu donc quelque chose qu'elle trouvait extraordinaire, qui s'arrête. Mais elle a vécu cette expérience. Ça, elle n'en avait jamais parlé jusqu'à aujourd'hui dans les consultations. Et ensuite, elle commence à rencontrer des personnes beaucoup plus violentes, beaucoup plus dangereuses, qui consomment beaucoup d'alcool, beaucoup de cocaïne et parfois des substances plus dissociantes. Et donc là, on rentre dans la violence, où elle est victime de violences très sévères. Elle est tapée, elle est violée, avec pour elle beaucoup de difficultés pour pouvoir dire je suis violée, puisqu'en fait, elle me ramenait ce constat, c'est de me dire quand je pouvais le lendemain reparler de ça avec cet homme-là, qui était globalement son agresseur, mais à ce moment-là, elle ne pouvait pas poser le nom, elle constatait qu'elle avait elle-même consommé des choses, et elle se disait, si j'ai consommé, c'est que je me suis exposé à quelque chose. Et donc, la personne lui disait, mais moi, effectivement, je suis allé trop loin, je ne le voulais pas, c'est l'effet des substances. Elle continue à rester. Ça s'est fini par une séquestration, par un jugement. Une autre histoire après s'est passée de la même façon, et aujourd'hui, elle est dans de très grosses difficultés pour arriver à se rapprocher de personnes. Elle a une attirance réelle qui s'installe rapidement. Alors un peu comme le disait Véronique, la séduction lui donne la possibilité d'exister. Par contre, elle ne souhaite pas être malmenée, mais la substance fait partie de son histoire. Et la sexualité, c'est toujours fait avec la substance. Jusqu'à ce que l'autre jour, je lui fasse remarquer que quand elle prend une substance qu'elle vit bien, et que le compagnon vit bien, elle a pu vivre quelque chose de positif. Et ce que je voulais lui montrer, c'est que si je m'appuyais sur son discours comme ça, de but en blanc, on ne retrouvait que des expériences négatives de sa sexualité. Il y en a eu une qui a été positive avec les substances. Alors c'est intéressant à dire, parce que si on s'intéresse aux substances, il n'y a pas que de l'ecstasy, il n'y a pas que de la cocaïne, il y a aussi tout simplement de l'alcool. Et l'alcool est une substance qui va permettre à beaucoup de personnes de se sentir plus apaisées, de se sentir moins timides, de créer quelque chose de social où on va pouvoir partager du plaisir, on va commencer à jouer et on va co-créer un espace dans lequel on va rentrer ensemble pour pouvoir peut-être rentrer en relation. Donc c'est ça qui est assez compliqué, c'est que dans les soins avec les substances, nous ne sommes pas là, nous les thérapeutes, pour dire la substance va vous jouer toujours de mauvais tours, mais il y a quelque chose de très intéressant dans la substance. Ça m'a donc évoqué ces notions d'état de conscience modifié. Deux personnes se rencontrent, se plaisent, et se disent on va passer une soirée ensemble. Ok. Les deux n'ont pas forcément la même pensée au même moment. Il y a quelque chose qui se joue dans chacun de notre histoire, avec notre propre expérience, etc. Quand quelque chose démarre, celui qui boit et qui ne boit pas habituellement va pas être très bien, celui qui boit habituellement va rester très bien dans son esprit. Et il va donc avoir une sensation de contrôle qui va s'installer. Il va indiscutablement avoir le contrôle sur l'autre personne qui, elle, va pas très bien dans la substance, ce qu'elle n'a pas du tout cherché. Et en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est l'exemple du GHB. Quand on parle du GHB, on parle de la drogue du violeur. En fait, ce n'est pas du tout utilisé comme ça par beaucoup de gens. C'est utilisé par beaucoup de jeunes ados pour rendre les premiers contacts avec des garçons qui les attirent plus simples et se dire « je ne vais pas paraître sotte, je ne vais pas paraître timide, ma sexualité sera beaucoup plus rapide, je pourrai la vivre plus vite ». Ça, c'est un premier fait. Ensuite, quand on regarde dans la pratique du chemsex, le GHB est présent également. Dans le chemsex, la chimie par la sexualité, on entend plusieurs choses. Il y a le côté désir, qui commence quand une personne se dit « ce soir, je vais faire une session » et qui prend un téléphone et qui regarde ce qui se passe. L'application va créer de l'excitation, il y a quelque chose qui démarre. Et qu'est-ce que regarde la personne sur les messages codés? C'est à quel kilomètre se trouve la personne que je vais rencontrer, quelle substance nous avons utilisée dans cette soirée. C'est très intéressant. Ça veut dire que dans la créativité de ce rapport qui va se faire, il y a la mise en jeu de molécules qui fait partie de ce qu'on va utiliser. Mais chacun
n'a pas la même réception à cette molécule, chacun n'aura pas la même sensation, on n'aura pas les mêmes effets. Ça, c'est non perceptible au moment où les gens le font. Et donc on rentre dans quelque chose où tout simplement, il n'y aura plus la possibilité parfois de donner son consentement. Tout paraissait net au départ, mais après tout va changer, et il n'y a plus du tout de consentement pendant l'acte, puisqu'il y a même des personnes qui portent plainte pour viol pendant des soirées de chemsex. Donc, ce que je voulais dire pour cette jeune femme et qui est intéressant, cette jeune fille, c'est que elle a fait l'expérience de beaucoup d'alcool, de beaucoup de cocaïne et des amphétamines. Quand il n'y a pas d'alcool, quand il n'y a pas de cocaïne, qu'il n'y avait que des amphétamines, elle a vécu des choses positives. Donc finalement, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans l'état de conscience modifié, c'est que ça lui a enlevé sa totale liberté à un certain moment, puisqu'elle ne pouvait plus se rendre compte qu'elle était victime, qu'elle était traumatisée. En même temps, le discours qu'on va avoir avec elle ne va pas être un discours coercitif, ça n'a pas de sens. On sait qu'elle souffre, on sait qu'elle a besoin d'exister, et que pour exister, il faut qu'on puisse être séduit par cette jeune fille. Et donc la séduction pour elle passe aussi par être le fait d'être une victime. On n'est pas dans le jeu d'un sadomasochisme, pas du tout. On est dans quelque chose où tout simplement, elle n'a eu qu'une expérience violente, mais chaque fois qu'elle était dans une expérience violente, elle appartenait à quelqu'un. Et cette notion d'appartenir lui donnait la sensation d'exister. Donc c'est là qu'il y a quelque chose qui, pour moi, est important. Merci Pascal. La dimension de l'appartenance, c'est aussi fondamental, je crois, effectivement. Gérard? Oui, donc j'ai été très sensible à ce que disaient Véronique et Pascal, là, en particulier autour de ces patients avec des éléments traumatiques qui représentent une partie des patients qu'on voit dans nos consultations. Mais du coup, j'avais fait 2 parties, mais du coup, je vais quitter cette partie traumatique pour aller vers autre chose. Juste par rapport à cette partie traumatique, donc on sait que notre métier, c'est donner du sens. C'est donner du sens. C'est permettre aux patients qu'on accompagne de trouver un sens. C'est plutôt ça, hein. Donc c'est la manière dont ils vont pouvoir s'approprier un sens qui va leur permettre de reconstruire quelque chose dans une nouvelle relation à eux et aux autres. Donc cette question du sens est extrêmement importante. Et après, c'est la manière dont nous, on va proposer cette ouverture au sens. Euh, Par rapport à ce qu'évoquaient donc Véronique et Pascal, juste un petit élément, c'est que justement, moi, le sens que je leur propose, c'est que les éléments qu'ils ont pu vivre font qu'ils sont dans une forme d'état de transe permanente. Une forme d'état de transe permanente qui leur empêche un certain nombre d'ouvertures au monde, en fait. Comme je l'évoquais tout à l'heure, dans la conceptualisation que je leur propose de l'état de transe, qui est ma conceptualisation, hein, c'est cette idée que quand il y a un état de transe, il y a quelque chose qui n'est plus en lien avec les autres, qui est complètement capté par ce qui est vécu, qui est complètement aspiré. C'est une sorte d'aspiration permanente vers quelque chose et qui ne permet pas de se ressentir et de ressentir les autres, en fait. Donc qui empêche la disponibilité à soi et aux autres. Et dans mon expérience clinique, dans cette construction du sens avec nos patients, je trouve que c'est un chemin qui prend assez facilement sens, justement, et qui permet, en utilisant l'hypnose, j'ai une formation en hypnose aussi importante, de les ramener sur quelque chose de où est cet endroit de transe masqué quelque part, en l'occurrence. Et il y a de nombreuses années, j'avais écrit d'ailleurs un article qui s'appelait Hypnose pour patients en transe, voilà, hein, donc qui reprend un peu cette idée et de comment ça va permettre de déconstruire un certain nombre de choses et de les reconstruire sur une ouverture vers l'autre. Donc ça c'est le premier point. Après, il y a toute la question de toute cette frange de notre patientèle où il n'y a pas forcément d'éléments traumatiques, heureusement. Tous nos patients n'ont pas vécu des traumatismes. Là aussi, je me méfie beaucoup des doxas, hein. Il y a un moment où tout est traumatique.
Voilà, hein, non, tout n'est pas traumatique. Tout peut se construire dans d'autres domaines que le domaine traumatique, même si la réalité du traumatisme est présente. Et pour moi, ça interroge beaucoup quelque chose que je voudrais vous proposer, qui est pour moi un endroit où nous, sexologues, on a une sorte de tâche aveugle, en fait, euh, et qui m'interroge beaucoup. Pour moi, je la mets où cette tâche aveugle? C'est que, donc, quand on a fait des études de sexologie, on a tous cette fameuse courbe de Master and Johnson. Ah, avec sa montre, il y a plateau, hein, c'est voilà, hein, c'est le modèle, the modèle sur lequel on s'est construit dans nos pensées à nous. Et donc, on va réfléchir sur la période de l'excitation, on va réfléchir sur la phase de plateau, sur, voilà, sur les problèmes d'orgasme. Et après la phase de résolution, c'est là où est le trou noir. Euh, et ça, je trouve ça intéressant parce que je pense, et je vais revenir à notre propos qui est autour des états de conscience modifiés, c'est que dans cette phase de résolution, il se passe beaucoup de choses. Euh, il y a un moment où la présence du corps a été extrêmement importante. Donc, dans une relation à l'autre, dans une rencontre d'un corps à corps. Et puis, vous savez, c'est ce moment où on se retrouve allongés l'un à côté de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans quel état de conscience on se trouve à ce moment-là? Euh, dans quel état d'ouverture ou pas on se trouve à ce moment-là? Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui, et pour moi en tout cas, dans la manière dont j'ai pu le travailler, une clé extrêmement intéressante de comment un acte sexuel ne prend pas sens parce qu'il n'y a pas ce moment-là de résolution qui reste cet état de conscience modifié, qui reste cet état où, on l'a tous connu dans les premiers moments d'une rencontre, on est dans quelque chose où on s'ouvre à l'autre, c'est le moment où on va papoter, où on va se dire des choses, c'est le moment de la confidence, c'est le moment de l'intime. Euh, donc c'est ce moment, c'est très psychanalytique, je trouve. Euh, Si ce n'est qu'on est tous les deux, je vais garder cette image-là, à poil dans un lit, l'un à côté de l'autre, pas forcément en se regardant justement, et il y a quelque chose qui est cette dimension d'un autre état de conscience. D'un autre état de conscience qui va relire et relier tout ce qui s'est passé avant, qui va relire et relier ce moment où le corps a exulté, où il y a quelque chose qui s'est passé, euh, ou pas, ou pas. Euh, et moi, je trouve que travailler avec nos patients sur ce moment-là, sur qu'est-ce qui se passe juste après, quel, dans quel vécu vous êtes, quelles sont les images qui viennent. Et j'ai pas j'ai pas ressorti un cas clinique, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est comment ça les interroge d'une manière extrêmement intéressante. De ce moment de flou, il y a quelque chose qui est avant, on était dans la vie, on était dans un moment de sexualité, et puis là, on est dans quelque chose qui est ce moment d'un espace entre deux. Et pour moi, cet espace entre deux correspond tout à fait à cette dimension, justement, d'état de conscience modifié qui est dans cet entre-deux. Euh, et que je considère vraiment comme une dimension que je qualifierais d'hypnotique, dans le vrai sens. Dans le vrai sens du terme, en fait, hein. Euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que j'ai regardé avant d'en parler, là, quand on parle de résolution, en fait, une des définitions, c'est la transformation physique d'une substance. Qu'est-ce qui va se transformer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va prendre forme? Qu'est-ce qui va se prendre sens? Qu'est-ce qui va faire que soit c'est un acte physique, qui peut être extrêmement épanouissant, extrêmement riche, ça je ne le nie pas, ou autre chose qui va amener sur une autre dimension, qui va ouvrir sur d'autres perspectives. Et là, je pense que dans cette dimension-là, il y a des choses extrêmement intéressantes à travailler. Et puis, justement, de cette rêverie, parce que c'est un moment de rêverie, en quoi cette rêverie nous amène à justement explorer peut-être des choses qu'on n'aurait pas dit avant, qu'on n'aurait pas évoquées avant,
sur lequel on n'aurait pas osé dire des choses avant, mais parce qu'on est comme ça, dans quelque chose qui a quand même été... la sexualité, c'est pas qu'une mise à nu des corps, hein, c'est une mise à nu des cœurs, des esprits, hein. On est là-dedans aussi. C'est une mise à nu psychologique. Ou alors c'est une masturbation réciproque. Why not? Ça peut être aussi quelque chose, et c'est une forme de sexualité qui a voilà, qui a toute sa place, mais qui n'est, à mon avis, pas dans la même dimension que cette dimension qui parle de cette rencontre, hein, comme ça a été évoqué, de cette capacité à aller vers soi, parce que c'est la base, hein. Véronique, tu l'as évoqué, et c'est quand même la base, hein. Notre vieux maître Pasolini disait, on peut être intime avec les autres que si on est intime avec soi, hein. Donc, comment cette rentrée en intimité avec soi, dans ce moment où on va oser une découverte, on l'évoquera peut-être après, va permettre justement d'être dans cet état de conscience modifié qui va faire évoluer les choses, et peut-être, là c'est vraiment une hypothèse, hein, donc j'assume complètement mon hypothèse, qu'un certain nombre de troubles de la sexualité qu'on rencontre vont être des troubles de la sexualité parce que ce moment de résolution n'est pas résolu, si j'ose dire. Euh, et qu'il y a quelque chose qui reste, voilà, et qui n'est pas métabolisé, qui n'est pas repris, qui n'est pas repensé, qui n'est pas rééchangé, et qui fait que même si l'orgasme a été flamboyant, il peut manquer quelque chose. Il peut y avoir quelque chose qui crée ce vide, ce trou, cette dimension-là. Voilà ce que je voulais évoquer. Merci. C'est vrai que tout ce que vous avez dit tous les trois, moi, m'évoque plein de choses. Alors, ce moment de résolution, pour faire simple, voilà, qui permet aussi de se décider si on va prendre le petit déjeuner le lendemain matin ou pas. Pour être simple, eh bien, il est fondamental, mais je crois qu'il est aussi très dépendant d'un diktat. J'ai parlé tout à l'heure, enfin dans mon introduction, de l'embrouillement des diktats de, de la sexualité, et je crois que c'est aussi un diktat, c'est-à-dire le diktat de excitation, pénétration, éjaculation. C'est-à-dire, on voit bien chez nos patients que souvent, ils ont ce modèle intégré, hein, et d'ailleurs, je pense qu'on est certainement aussi, on l'a tous même probablement intégré à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment, on est en train aujourd'hui, de façon sociétale, hein, de remettre en question ce triptyque-là qui mobilise aussi les difficultés sexuelles d'ailleurs, hein, les difficultés d'excitation, les difficultés de pénétration qu'on connaît aussi bien chez l'homme que chez la femme d'ailleurs, et puis la question de l'éjaculation, enfin bon, etc. Et et en particulier, je crois, la question du lien qui se crée dans ce triptyque-là. Donc, voilà, donc je crois que c'est très intéressant ce que tu disais, Gérard, sur cet après-là, ce temps d'après, qui est un temps vécu de façon différente, suivant évidemment les expériences et les personnes, mais aussi qui peut être le creuset de pathologie sexuelle, parce que c'est ça que tu nous disais, le creuset de conséquences sur la vie sexuelle à différents moments. Le deuxième point, moi, sur lequel je voudrais juste un petit peu intervenir, c'est la question, on a parlé de la confusion tout à l'heure, c'est Pascal qui parlait de la confusion, et puis Véronique a rebondi sur la question de parler une autre langue. À un moment donné, elle a parlé d'une autre langue, que chacun pouvait parler une langue différente, etc. Et il y a un concept psychanalytique qui a été déterminé par Ferenczi qui s'appelle la confusion des langues. Hein, alors, lui, il l'a théorisé entre la confusion des langues entre les enfants et les adultes. Et ne pas parler la même langue induit du trauma, enfin, et induit de l'agression aussi. C'est-à-dire ce que l'enfant exprime d'une certaine façon peut aussi être récupéré par l'adulte dans une autre langue qui est une langue érotisée, agressive, etc., etc. Donc voilà, donc je trouvais que c'était une bonne référence théorique, hein, cette référence à la confusion des langues, qui est un vrai postulat théorique.
Voilà, donc je trouve qu'on avance bien. Alors je vais peut-être maintenant passer, parce que je vois que le temps avance, et puis on va après laisser la parole aussi à tous nos amis qui sont présents. Donc je vais peut-être vous poser la troisième question, alors qui va être une question plus, je dirais, axée sur la relation thérapeutique. Et ce que je voulais savoir un peu, enfin j'avais envie qu'on parle de la question de l'imaginaire, et donc savoir si vous pensez que la relation thérapeutique a à voir avec, est-ce qu'elle favorise l'imaginaire et donc le mieux-être érotique et sexuel de nos patients, comment et jusqu'où. Véronique, est-ce que tu peux peut-être... Oui, alors, donc, la relation thérapeutique favorise-t-elle l'imaginaire? J'espère, et donc je dis oui. Voilà, en tout cas, c'est un des objectifs. Et donc, le mieux-être érotique et sexuel de nos patients, très certainement. Alors, je voudrais répondre un petit peu, une fois de plus, et de ma place de psy. Je pense que, et avec l'exemple clinique que j'ai utilisé tout à l'heure, vous parliez d'intime. euh, Cette personne, par exemple, que Madeleine, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a été, j'ai dit, maltraitée depuis qu'elle est toute petite, mais maltraitée gravement. On est vraiment dans des traumatisations répétées qui durent toute l'enfance, avec des injonctions à être, à penser, à faire exactement ce qu'on lui dit de faire, ce qu'on lui dit de penser, ce qu'on lui dit d'être. C'est-à-dire que tout ce qui viendrait d'elle et qui serait différent n'existe pas et n'a pas le droit d'exister. Mais ça amène à des conséquences très graves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas justement de construction non seulement du sentiment d'être et d'exister et être soi. Donc ça déjà, ça n'existe pas. Mais du coup, l'intime n'existe pas non plus. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord qu'un un des objectifs du travail qu'on a, c'est de donner du sens. Mais donner du sens à une non-existence nécessite d'arriver d'abord à une existence. Alors dans la relation thérapeutique, en tout cas une existence de soi, à savoir qu'elle existe et qu'elle existe différemment et différente de ce qu'on lui a fait croire, ou de ce qu'on a voulu d'elle, ou de ce qu'on a attendu d'elle, ou de ce à quoi on a voulu l'obliger. En tout cas, c'est cette part-là en fait qu'on va développer, qui existe. C'est pour ça d'ailleurs que ces personnes ont survécu, c'est que ces parts-là existent. Mais elles n'ont pas de mots, elles n'ont rien à propos de langue. Il n'y a pas de mots pour se parler de soi, pour se parler à soi, pour avoir aussi un désir. Et je ne parle même pas de désir sexuel, je parle simplement de désir. Tout court, vous avez parlé tout à l'heure de rencontres, donc c'était Pascal. Vous parliez de rencontres où les personnes peuvent téléphoner parce qu'elles ont un désir sexuel. Moi, j'enlève le mot désir, je corrige ça, et je pense qu'elles ont une envie sexuelle avec un passage à l'acte et avec des techniques. Mais le désir, justement, c'est très secondarisé, ça vient dans le prendre sens et ça vient dans un second temps. Et ces personnes-là dont je parle, dont Madeleine, ces personnes qui ne connaissent que des excitations, des envies, ne sont pas du tout au stade du désir, sauf là où on est, en tout cas aujourd'hui. Ces questions de désir sont assez maintenant présentes et dans son travail, puisqu'elle est musicienne. Donc, du côté du thérapeute et de la relation thérapeutique, moi je pense que il y a différents aspects dont on parle régulièrement, donc l'alliance, la sécurité, la confiance. Mais je pense que c'est intéressant de se dire l'alliance, à quoi correspondent chacun de ces éléments-là. Pour moi, c'est des hypothèses, c'est ce que je pense, si je m'appuie là-dessus, je construis ça là-dessus. Pour moi, l'alliance correspond à l'aspect cognitif. C'est-à-dire que je parlais de dissociation, de confusion. Dissociation, c'est-à-dire cette personne-là, parmi tant d'autres que je vois, n'ont pas l'accès parfois à leurs propres pensées, dissociés de leurs propres pensées. Le fait de les recevoir et de parler avec elles va les ramener à cette possibilité non seulement de s'exprimer, mais effectivement d'être respectées dans leurs paroles, d'être entendues, de se rendre compte que ce qu'elles disent est intéressant. Cet aspect-là, bien sûr, est donc intéressant et très important. La sécurité à créer, pour moi, elle parle
d'un ajustement, alors avec ces personnes qui ont été très violentées, d'un ajustement sur mesure à la relation à ces personnes, dans la distance, dans voilà, qu'est-ce qu'elles supportent, même la place dans le bureau, à quelle distance on s'assoit, est-ce qu'on peut se rapprocher, est-ce qu'il y en a besoin, mais est-ce qu'on peut le faire ou pas. Enfin voilà, donc tout ça va se jouer vraiment dans un sur-mesure, mais ça se joue en le questionnant ouvertement avec le patient. Encore une fois, pourquoi? Parce que ça l'amène à exister dans la relation, chose que ces patients très maltraités depuis petit n'ont pas appris, n'ont pas connu, n'ont pas pu arriver à eux-mêmes, arriver à être, parce qu'ils n'ont pas eu ça. Ça nécessite aussi de la part du psy une présence, je pense, très active auprès du patient, parce que justement, il y a plein de trous dans leur histoire, dans leur sensorialité, dans leur tête, dans leur cognition, dans leurs émotions, etc. Et bien sûr, une confiance qui pour moi est basée sur l'aspect émotionnel, puisqu'ils sont soit très dissociés des émotions, soit au contraire des émotions extrêmement exacerbées. Dans tous les cas, moi je pense que c'est toujours extrêmement sensible et exacerbé, mais parfois totalement inhibé et dissocié. Tous ces éléments-là, évidemment, existent dans la sexualité, sont nécessaires dans la sexualité, mais quand la personne arrive avec tout ça, qui est dissocié ou confus, mais pas le temps de rentrer dans tous ces détails-là, mais en tous les cas, bien sûr que la sexualité va être compliquée à se mettre en place. Quand on peut mettre tout ça en place avec des séances d'hypnose, au milieu de tout ça, qui reprennent tous ces éléments qui sont là, on va réassocier, réajuster et amener une personne à se sentir être, et donc, encore une fois, pour moi, ouvrir et permettre secondairement à une rencontre avec quelqu'un à partir d'une rencontre avec soi. La rencontre avec soi, elle se fait dans le cadre de la thérapie et dans le cadre de la relation avec le thérapeute pour commencer, pour rattraper ce qui n'a pas pu être fait avant quand ils étaient petits. Voilà, pour répondre un peu rapidement, parce que je vois que le temps tourne et que tout le monde veut parler et qu'on va poser les questions après. Voilà, donc j'espère... Merci Véronique. Voilà. Pascal? Alors, dans ce qu'a dit Véronique, elle a parlé de se réassocier. Tout à l'heure, Gérard a parlé de cette dissociation qui peut durer parfois extrêmement longtemps. Et donc, on vient dissocier quelqu'un pour le réassocier, pour qu'il puisse se réassocier comme il le veut. C'est intéressant, ça veut bien dire qu'on revient dans quelque chose qui est plus en harmonie avec la vie, avec les autres. La relation thérapeutique, moi je dirais que elle est là pour réautoriser, pour redonner une place à celui qui est avec nous. Alors, il y a deux mots qui m'intéressent. J'étais samedi à Genève. On parlait avec nos collègues hypnothérapeutes que beaucoup connaissent. J'ai parlé addiction et on a parlé du mot accompagnement. Le mot accompagnement est vraiment un mot très 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 juste dans ce qu'on fait avec l'hypnose. On accompagne quelque chose. Et quand on regarde un couple qui est en train de se découvrir, il va y avoir un accompagnement mutuel qui va marcher. Chose qui va fonctionner ou pas, mais il va y avoir un accompagnement. Chose qui n'est pas du tout vraie quand on touche aux substances. Ce qui veut dire que ces personnes qu'on voit dans la substance, elles s'isolent dans la substance. Dans les consommations, les consommateurs s'isolent de plus en plus. Plus les substances sont fortes, plus il y a un isolement. Donc la relation thérapeutique, elle est là pour ça. Elle est pour recréer quelque chose, redonner une place au lien. J'ai trois histoires en tête très rapides, très simples. Je pense au milieu carcéral. Quand je travaillais dans la prison, les détenus qui étaient complètement isolés dans leurs cellules, c'était des détenus qui avaient subi 3 incarcérations. La porte qui arrive de la rue vers l'intérieur de la prison, la porte du couloir de la coursive dans la cellule, et la 3e porte, c'était l'incarcération dans leur tête. Et ce qui était indiscutable à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait plus, ils étaient dissociés totalement de leur existence. Donc il fallait qu'on puisse les accompagner dans une réincarnation, dans leur corps, dans leur existence. Et je pense que c'est ce point-là qu'on touche dans la relation thérapeutique avec quelqu'un. J'ai été marqué par une histoire d'une patiente qui vient me voir, qui m'explique ne plus pouvoir être touchée par son mari depuis qu'elle avait subi une mammectomie, donc on lui a enlevé un sein, et elle avait eu de la radiothérapie. Ce jour-là, 2-3 jours après, j'étais devant une émission qui parlait des camps de concentration. C'est là que je me suis dit, elle est littéralement dissociée de son corps, on a brûlé son corps. Ce n'était plus son corps. Donc le travail que j'ai fait avec elle, c'était de l'apprendre
à retoucher un corps qui était bien son corps, mais un corps qui avait souffert, qui avait une autre sensibilité, et on s'est beaucoup servi de l'hypnose. Et puis, je vais terminer sur quelque chose. Tout à l'heure, Gérard a parlé du ski. Bon, j'habite à Annecy, donc dans beaucoup de mes séances d'hypnose, je propose aux patients de skier. Donc l'autre jour, un patient est venu me voir, il a autour de 30, 35 ans, je pense à peu près. Il venait pour un bilan de troubles de l'attention. Et quand je parle avec lui, comme avec les autres patients, de la sexualité, il me dit, je suis gêné par quelque chose, et il décrit une éjaculation précoce, plus ou moins. Il m'a décrit quelque chose, mais il y avait autre chose qui était présent, c'est que je ne trouvais pas de plaisir, en fait, dans ce qu'il me décrivait. Donc, il y avait une forme de frustration, mais il s'interrogeait. Alors, on a commencé une consultation, et puis je lui ai proposé de mettre des skis, de descendre une pente enneigée. Quand on skie, on se laisse descendre. Si on se laisse totalement descendre, eh bien, on va tomber. Donc, tout à l'heure, Gérard a parlé d'une hypervigilance, et je pense qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où François Roustan aurait parlé de la perceptude en disant on profite du temps, de la température, du sol, de nos chaussures, de la qualité des skis, puis de notre envie aussi. Mais finalement, si je ne reste pas vigilant, je vais me faire mal. Et en même temps, je sais que je n'ai pas à faire d'effort puisque de toute façon, ça descend. Et ce que je l'amène à vivre, c'était quelque chose qui était du plaisir. Et je l'ai vu vivre du plaisir. Alors après, je lui ai demandé de me raconter sa première expérience sexuelle. Et donc, il me raconte une histoire toute sympathique où il me dit j'étais très timide, je ne pouvais pas révéler quand j'étais attiré par quelqu'un. Et un jour, une copine vient chez mes parents, ils sont dans la pièce à côté, elle arrive et me dit on y va. Et il m'a fait rire, et il me l'a décrit comme il l'aurait ressenti 3 minutes avant. Donc il était complètement dans cette sidération. Ils ont une relation sexuelle, et je lui dis, et alors? Ben, il me dit, je crois que j'ai eu une éjaculation précoce. Je dis, ah bon, mais comment vous pouvez le savoir puisque vous ne l'avez jamais vécu? Déjà, c'est intéressant, ça a montré qu'il y avait quelque chose qui était posé ce jour-là. Et ensuite, il a mené une vie tout à fait normale, mis à part qu'il n'a jamais retrouvé du plaisir. Et après, je lui ai dit, tiens, on va reprendre quelque chose. Vous êtes à ma place, vous recevez un patient, il vient vous raconter ce que vous m'avez raconté. Et il vous raconte comment il vit une relation sexuelle. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Il attend, il cherche, etc. Et donc, on a reparlé de cette notion de plaisir en skiant, et en fait, on en est arrivé à se dire, prends du plaisir. Si je prends du plaisir, je ne suis plus dans la performance, je ne suis plus dans ce délai ou dans mon incapacité à être, je prends du plaisir. Je suis vraiment présent à moi et présent à l'autre. Voilà, c'était la fin de la consultation. Donc c'est pour dire que je pense que la relation thérapeutique, effectivement, nous permet de venir accompagner le patient dans un retour à lui-même, lui redonner une place, comme a dit Véronique, on le fait et on lui permet d'exister devant nous. Et à partir de là, je crois que l'hypnose va être un moyen, probablement, de regarder tout ce qu'on voit. Et c'est là-dessus que je terminerai. La jeune femme à qui j'ai parlé de cette expérience positive sous extasie par rapport aux autres expériences, je l'ai faite se lever à la fin de la consultation. J'ai fait 2-3 mouvements un peu hypnotiques, etc. Enfin, je ne sais pas si c'était mes mouvements qui étaient hypnotiques. Elle était en hypnose. J'ai ouvert la fenêtre, on s'est mis dehors, on a regardé la montagne. J'ai pris un petit collier qu'elle avait fabriqué en séjour. Et en bas du collier, il y avait une petite bille. Et au-dessus, il y avait un petit plateau. Et je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, mais même si ça ne vous rappelle pas quelque chose, alors c'était pour lui montrer que c'était un pendule comme Freud, donc elle a souri. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on voit en bas? En bas, on voyait une tétine. Et elle me dit, je vois une petite bille. Je lui ai dit, non, vous ne voyez pas une petite bille. Il y a une bille avec quelque chose dessus. Elle me dit, mais c'est une tétine. Alors là, ça y est, on venait de faire une jolie régression. Et je lui ai dit, ok, très bien. Alors on va prendre la tétine. Je lui montre en montrant l'extérieur. J'ai dit, voyez là-bas, il y a un arbre. Cet arbre, vous allez le regarder, et la tétine est juste entre vos yeux. Et puis cet arbre, est-ce que vous trouvez que c'est facile de regarder? Qu'est-ce que vous voyez? Faites le contraire maintenant. Regardez la tétine, ne regardez plus l'arbre, mais de toute façon, vous le voyez. J'arrête, je ferme les fenêtres, on rentre, je dis, racontez-moi tout ce que vous avez vu. En fait, elle ne m'a pas raconté grand-chose. Elle avait regardé la tétine, elle avait vu un peu d'herbe. Et je dis, vous voyez, en fait, on ne voit que ce qu'on regarde. Moi, je vous propose peut-être, là maintenant, vous avez entendu 3-4 expériences que vous avez vécues sexuelles, une a été plus positive, je propose de pouvoir la regarder. Et c'était pour lui dire à la fin, servez-vous du jeu et de la créativité pour vous réapprendre à regarder tout ce que vous voyez. Voilà. Merci Pascal. Merci, merci. On va donc écouter maintenant Gérard. Je pense qu'il va avoir aussi plein d'idées. Oui, bah, ça rejoint tout à fait ce que Véronique et Pascal ont dit. Donc,
Moi, je dirais que pour moi, la sexualité, une sexualité en équilibre, c'est une sexualité qui permet une unification de soi. Il y a quelque chose qui va justement permettre d'être dans ce vécu, en tout cas d'unification. Nous sommes tous multiples. Voilà. Et quand on est dans un équilibre sexuel, c'est qu'il y a quelque chose qui peut s'unir. Et je pense que justement, la relation thérapeutique, dans ces éléments, comme ça a été évoqué, qui sont des classiques hein, de sécurité, d'état d'être, euh, et ça, je pense, c'est extrêmement important, en quoi on permet à nos patients d'être, mais d'être peut-être dans leur diversité d'être, justement, et d'être dans cette multiplicité, mais qui est pour moi qu'un kaléidoscope d'une même chose. Euh, il y a différentes zones d'un soi, on va dire, euh, et qu'est-ce qui va relier ce soi? Euh, et on peut le relier que si on est en sécurité. Et on peut le relier que si on est en sécurité, autrement, on se met des zones de protection où on protège des parties de soi au cas où. Donc je pense que dans la relation thérapeutique, il y a justement cet espace de relecture et de reliance. Je ne sais pas si c'est bien français, mais peu importe. En tout cas, de reliaison d'un certain nombre de choses et d'unification et de recréation. Euh, pour moi, c'est la créativité du thérapeute fait la créativité de nos patients. Euh, en quoi on leur propose des choses qui sont peut-être en dehors de leur champ à eux habituel. Comment on les surprend, comment on interroge des choses qu'ils n'auraient pas interrogées et qu'ils vont pouvoir saisir ou non, peu importe. Ils vont peut-être ne pas le saisir, mais en tout cas de cette ouverture vers d'autres champs. Le deuxième élément, je pense aussi, c'est en quoi dans nos consultations, on s'autorise une forme de partage d'imaginaire. Euh, Comment, ben, tous ceux qui pratiquent l'hypnose, on le sait, hein, que on se met soi-même dans une forme d'état hypnotique. Euh, on est aussi dans cette dimension-là, dans une forme de résonance, euh, un peu comme l'aurait dit peut-être, non pas comme l'aurait dit Menel Caillou, mais voilà, dans cette idée de qu'est-ce qui se passe dans ce tout où à un moment chacun va pouvoir se retrouver soi. Euh, et je pense qu'il y a un parallèle extrêmement intéressant entre nos moments de consultation et quelque chose qui serait une forme de métaphore d'une sexualité, d'une rencontre qui permet de mieux se séparer et de mieux se retrouver soi. De ce moment où on partage une intimité, nous dans nos consultations, une intimité limitée sur un certain nombre de points, mais qui va permettre à nos patients de se retrouver. Et si on dit que nos patients ne nous changent pas, je pense qu'il faut qu'on arrête ce métier. Nos patients nous transforment aussi. Nos patients nous modèlent, nos patients nous amènent à penser différemment, à vivre, à ressentir différemment. Et c'est se laisser imprégner aussi qui permet de mieux accompagner, à mon avis, accompagner les patients. Et puis, dans ma pratique, moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait deux éléments intéressants. Un élément qui était cet élément où justement on redonne une parole à l'autre, on écoute sa parole, on valide sa parole, on renforce sa parole, on donne un sens, ou non, on donne pas un sens, on propose des sens à sa parole et sur lequel il va pouvoir construire quelque chose. Mais dans ma pratique, je trouve qu'il manque un point. C'est le point du vécu derrière. Euh, et comment dans nos pratiques, et l'hypnose en fait partie, il y a quelque chose qui est aussi un vécu, qui n'est pas simplement une pensée, qui est quelque chose qui est un ressenti, qui n'est pas simplement une cognition. Et ce passage entre, là aussi, ce lien entre cognition et sensation, ben, ça parle de sexualité aussi. Ça parle de comment il y a quelque chose qui se boucle. Et pour vous donner un exemple de ce que je pratique régulièrement avec des couples, ben, il y a deux choses que je pratique régulièrement avec des couples, et je terminerai là-dessus. Et la première chose, c'est de leur apprendre l'un à l'autre à faire une induction hypnotique. Euh, donc, le couple étant présent,
Je leur montre comment on fait une induction hypnotique à madame, à monsieur, etc. Et puis après, je leur dis chez vous, vous allez voir ce que vous pouvez en faire. Et c'est toujours intéressant, ça. C'est toujours intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans cette appropriation de quelque chose où là, ça parle d'un autre état de conscience, ça parle d'une autre relation à l'autre, ça parle d'un élément de confiance tout en étant dans une présence, quoi. Je trouve ça assez riche. Et puis la deuxième chose que j'utilise beaucoup, moi, dans ma pratique, c'est de faire danser les gens. Euh, euh, Si on repart sur la question de la transe, un des éléments qui amène à la transe, c'est la danse. Hein. Voilà, quelque chose qui est répétitif, qui permet de changer de dimension. Donc je ne vais pas là hein, dans mes pratiques, mais je fais ce que moi j'appelle une guidance en fait. C'est-à-dire de leur dire sur quelle musique vous pouvez vous rencontrer. Alors les jeunes générations, c'est vachement compliqué d'ailleurs, je veux dire, parce qu'ils n'ont pas ce vécu corporel d'une proximité en dansant. Donc là, il y a un biais qui... Mais quand même, on arrive à trouver des éléments, et je leur dis, on va s'amuser à faire un truc sur la musique sur lequel vous avez l'impression que vous allez pouvoir vous retrouver. C'est qu'il y en a un des deux dont on va bander les yeux, euh, et l'autre va le guider complètement. Vous allez vous laisser guider par l'autre. Euh, vous allez vous laisser emporter par l'autre. Vous allez ressentir les choses par rapport à ce que fait l'autre. Et bien sûr, en inverse. Hein. Dans un deuxième temps, parfois, on met un bandeau là-dessus. Et là, je trouve ça extrêmement intéressant aussi de ce passage de comment il y en a un à un moment qui me dirige et comment je dirige l'autre. Mais la direction est un accompagnement en même temps. Parce que la direction, c'est aussi sentir l'autre qui a les yeux bandés et ressentir, et essayer de ressentir les choses. Euh, et là, je trouve ça intéressant dans ce mouvement, justement, dans une créativité thérapeutique, d'avoir ces éléments qui sont à la fois ces éléments donc d'un état d'être, d'un état cognitif, d'un état de sens, mais aussi de toutes ces dimensions du perceptif qui peuvent être réutilisées chez eux. Et puis, dernière chose, et puis je termine là-dessus, que je leur demande de faire, et ça, du coup, je ne suis pas du tout là-dedans. Je leur dis, vous le faites entre vous, mais moi, je ne veux pas être au courant. Vous me dites si vous l'avez fait ou pas, simplement. Je leur dis ce que vous allez faire, si ça vous parle. Vous allez, si vous êtes dans une relation amoureuse, bien sûr, écrire une lettre d'amour à votre conjoint, à votre conjointe. Euh, et j'insiste sur une lettre d'amour, parce que ce n'est pas un mail d'amour. Une lettre, c'est quelque chose qu'on va mettre à la poste. On a un geste, on va là, il va y avoir un temps, voilà, et ça. Et vous le faites d'une manière synchrone, et après, vous en parlez entre vous. Et puis, pour certains couples, pas pour tous, je leur propose la même chose en disant, vous allez vous écrire mutuellement, là aussi, si ça prend sens, hein, c'est vraiment les bases déjà de choses qui ont été bien construites, vous allez vous écrire une lettre de fantasme. Une lettre de vos fantaisies. J'utilise d'ailleurs plutôt le terme de fantaisie que de fantasme. Hein. Une lettre de fantaisie que vous allez vous envoyer réciproquement. Je ne veux pas être au courant de ce qu'il y a dans ces lettres. Ça ne me regarde pas. C'est votre histoire. Par contre, ça, on le reprend après quand ça a été fait. Ou si ça n'a pas été fait, c'est vachement intéressant parce que pourquoi ça n'a pas été fait? Hein, voilà. Comment ça n'a pas pu se construire? Et là, je pense que c'est justement cette créativité sur de l'ouverture sur d'autres champs que simplement la dimension de notre cabinet. La dimension de simplement du temps de l'interaction dans notre cabinet et qui leur dit, voilà, il y a des choses à faire aussi entre vous, pour vous, en dehors de ce qui se passe, mais en donnant en même temps, parce que je pense que c'est notre job, un certain nombre d'indications qui vont, comme je vous disais, ou non, pas saisir. Voilà. Et bien, tous les trois, vous nous avez donné des exemples magnifiques de relations thérapeutiques, constructives, créatives, qui nous donnent plein d'idées. Merci beaucoup. Moi, les points, avant de donner la parole à nos amis, les points que je ressortirais là, c'est la question de l'autorisation, parce que finalement, c'est une forme d'autorisation aussi, de pouvoir vivre des choses différentes, et souvent, ils viennent chercher cette autorisation. C'est la question de la sécurité qui est ressortie dans tout ce que vous avez dit. Et la sécurité, c'est une des valeurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les valeurs de la santé sexuelle au niveau des droits humains. Et la sécurité, c'est une des valeurs de la santé sexuelle. Il y en a 7, mais la sécurité est très, très importante.
Ce qui me est ressorti aussi, c'est la question du thérapeute à l'intérieur du patient. C'est-à-dire que le patient est aussi son propre thérapeute. Et notamment dans ce que tu disais, Gérard, là, c'est le fait d'investir leur lieu privé, qui est hors du cabinet, il y a ce qui se passe dans le cabinet, mais aussi de leur permettre d'investir leur vie et de prendre en compte que ce qui se passe entre les séances est aussi thérapeutique. Et ça, je crois que c'est aussi très important, et notamment dans ce qu'ils peuvent dire d'une séance sur l'autre, de ce qu'ils ont vécu et de ce qui se passe dans leur lit. Enfin, le lit au sens symbolique du terme, c'est pas forcément dans le lit que ça se passe, bien sûr, mais je crois que ça, c'est vraiment important de leur permettre d'investir aussi ce qui se passe en dehors de ce qu'ils viennent parfois chercher, c'est-à-dire un soin, parce que parfois ils ont quand même cette demande de soins, de guérissez-moi, enfin donnez-moi quelque chose pour régler mon éjaculation précoce ou pour me permettre de pouvoir ressentir du plaisir. Enfin, on sait bien qu'on a les demandes, elles sont quand même très très directes pour nous les sexologues. Donc voilà, l'unification de l'être, évidemment, et du soi, ça c'est bon, on est sur des dimensions très philosophiques, mais en même temps, ces dimensions philosophiques, si on ne les intègre pas au processus thérapeutique, je pense qu'on passe à côté de la thérapie. Voilà, on va passer la parole à nos amis qui sont derrière l'écran. Alors maintenant, voilà, Oui, je m'appelle Bogdan Pavlovici, je suis pédopsychiatre. Ah, Bogdan. Bonjour. Coucou. Oui. J'ai une question à poser à Véronique par rapport à son cas clinique, lorsqu'elle parle de ce corps qui s'excite tout seul, en fait, hein, qui est dissocié de la dimension de désir, d'amour, de toutes ces valeurs autres que porte la sexualité, la complicité. Donc là, on a affaire à un corps qui s'excite tout seul. Et tu as parlé, Véronique, d'excitation sexuelle. Alors, est-ce qu'on peut parler est-ce qu'elle est vraiment sexuelle, cette excitation, ou est-ce que c'est quelque chose de l'ordre d'une espèce d'excitation très diffuse, qui est à la limite plutôt gênante qu'associée à une dimension vraiment sexuelle de plaisir? Voilà. De quelle nature elle est cette excitation-là qui s'emballe et qui fait qu'elle va devenir un objet excité en permanence? De quelle nature elle est? Alors, moi, à chaque fois que j'ai vu des personnes qui ont vécu des enfances traumatiques avec des viols directs ou bien des excitations sexuelles, des climats incestuels autour d'eux, chez les adultes, ça amène vraiment à quelque chose qui déborde l'enfant et qui l'excite vraiment à un niveau sexuel. Le problème, c'est que c'est pas de son âge, il n'a pas les capacités d'élaborer, de transformer ce qu'il ressent. Et donc, une fois adulte, effectivement, ce qui va se passer, ce qui va réagir, c'est vraiment une excitation sexuelle, mais qui n'a pas qui n'a rien avec, qui est brute, et c'est la même que celle qui était de l'enfant. Mais c'est la même avec, quand je parlais de confusion tout à l'heure, avec justement ce sentiment de malaise qui a accompagné de cette sensation, avec cette culpabilité, avec cette honte, tout arrive en même temps. Et c'est pour ça aussi que ces personnes-là se retrouvent en difficulté après d'accéder d'une façon tout à fait, en tout cas agréable pour elles, sauf si évidemment il faut une thérapie pour se débarrasser en fait de tout de toute cette excitation sans mots, avec toutes ces émotions associées, des émotions et des ressentis. Donc c'est vraiment des ressentis sexuels accompagnés d'émotions, de sentiments de malaise, et surtout, et en plus, sans mots et sans sens, sans élaboration et sans soutien. C'est comme ça qu'on peut voir d'ailleurs des enfants, toi tu es pédopsychiatre, on peut voir des enfants qui vont arriver à beaucoup se masturber n'importe où, n'importe comment, donc c'est vraiment des excitations continues, mais qui continuent chez une fois adulte. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'il n'y a pas il y a même pas de mots, et donc de mots pour décrire ce qu'ils vivent. Ça dépasse ce qu'ils sont, ça les sort d'eux-mêmes. Il y a trop d'éléments donc cognitifs qui manquent,
qui ne sont pas capables de traduire ça. Il y a pas, effectivement, la question de la sécurité, ben, il n'y en a pas, puisqu'ils sont abusés directement. Même des enfants qui ne sont pas touchés, où il y a des ébats devant eux, ça revient, ils ont les mêmes problématiques, des ébats sexuels de leurs parents devant eux. Ça revient, ils ont les mêmes problématiques comme ça d'excitation que des enfants qui ont été abusés directement. Donc on a vraiment une excitation qui est purement sexuelle, mais il n'y a pas du tout de secondarisation possible, il n'y a pas d'arrivée au désir, il y a juste quelque chose qui devient insupportable en fait. Mais même si c'est insupportable, et c'est là où on arrive dans des choses compliquées, eh ben, ça n'empêche pas que, par exemple, il y a des personnes soit qui vont complètement inhiber les relations sexuelles, soit qui, au contraire, vont les multiplier, parce que justement, c'est comme si c'est le corps qui dirigeait, enfin, c'est comme si c'est l'excitation sexuelle, c'est sans corps, c'est l'excitation sexuelle qui dirige le mouvement de la personne, une fois adulte, vers l'autre, pour obtenir une satisfaction, une résolution. D'ailleurs, je voulais répondre à Gérard là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe pendant la résolution, après éventuellement un orgasme, que ça redescend. Et souvent, c'est très intéressant, ces personnes-là derrière, devant quoi elles se retrouvent, alors en admettant qu'il y a un orgasme, c'est pas sûr du tout, mais enfin, en tout cas, derrière ça, très souvent, ces personnes-là qui ont été traumatisées, se retrouve avec le vide. Et justement, l'imaginaire qui peut se rencontrer entre deux, qui peut se ressentir dans l'après, d'être là avec l'autre, de rêvasser, de faire des rêveries qui sont belles, qui sont... Ben là, justement, le drame, c'est que ces personnes-là qui ont été dans ces relations sexuelles, soit juste par l'excitation, soit par la croyance qu'elles vont exister, qu'elles vont être aimées, en réalité, se retrouvent devant ce qu'elles tentaient désespérément de mettre de côté, c'est ce vide qui leur ressaute dessus et évidemment la fin est catastrophique pour elles. Et donc ça aussi, ça peut donner envie d'y retourner parce que pour juste l'avant et le pendant, mais ce qui se passe derrière, elles retrouvent, c'est comme ça aussi qu'il y a des prises d'alcool, prises de drogue, pour sortir de cet état de vide, d'une solitude absolue et d'un vide, mais qui est au-delà de la solitude. Hein. C'est une souffrance qui est terrible. Du non-être, du non-être. C'est le non-être, c'est le vraiment non-être. ça, c'est vraiment ça. Sans conscience, parce que c'est ça qui est dingue, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de conscience de ce non-être. Il y a un sentiment diffus. C'est pour ça que, effectivement, tous les éléments de transformation en mots, en sensations, en émotions. Quand je disais tout à l'heure, il fallait que le thérapeute soit actif, c'est-à-dire qu'on arrive à élaborer, à savoir sur quelle dimension la personne est, ou dans les traumatisations complexes, qu'est-ce qui n'apparaît pas et qui devrait apparaître. Là, on est dans la dissociation, pour ramener quelque chose et rassembler la personne. Voilà. Ton prochain livre, Véronique, qui va sortir chez Duno, alors vous voyez, on va faire une petite annonce sur le trauma complexe. Voilà. Et justement, les thérapies intégratives. Voilà, c'est-à-dire des approches qui vont prendre en compte le cognitif, l'émotionnel, le corps, les sensations et la relation, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup pour cette conférence qui était vraiment passionnante. Vraiment, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous écouter tous. Moi, j'avais une question par rapport à des personnes que je rencontre. Je travaille donc en psychiatrie adulte et des personnes qui souffrent d'alexithymie qu'on rencontre souvent avec, notamment dans le TSA. Et puis dans la schizophrénie aussi, mais en tout cas, les personnes qui souffrent d'alexithymie, je me demandais comment les aider un peu à trouver la créativité pour aller justement contacter le désir, le plaisir. Je trouve ça vraiment assez difficile et compliqué, donc j'aimerais bien avoir vos retours chacun là-dessus. Moi, je peux donner en tout cas une hypothèse que j'ai pas mal travaillé sur cette question des problématiques psychosomatiques. L'alexithymie est régulièrement associée à la psychosomatique. Alors, est-ce que l'alexithymie voudrait dire que les personnes réellement ne ressentent rien ou n'ont pas de sensations, n'auraient pas d'émotions? Moi, je pense aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai,
qu'on pourrait parler de dissociation, qu'en réalité tout est ressenti. Le problème, c'est là encore, soit en hypersensibilité qui est trop forte et qui crée une dissociation, et donc c'est comme si il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de ressenti, alors qu'en réalité c'est trop fort, soit effectivement ça a été écrasé pour diverses raisons, mais ça on peut le ramener, c'est-à-dire que moi je pense que ramener les personnes à ce qui est mis de côté d'une manière ou d'une autre en eux, parce que pour vivre, il faut pouvoir ressentir des choses en fait. Je pense que la première des choses à faire, c'est les ramener à ressentir des choses. Mais pour ça, je pense que les thérapeutes, d'une certaine façon, on doit accepter de prêter notre appareil non seulement à penser, mais ça c'est pas de moi, mais aussi à ressentir, à ressentir dans notre corps. Tout à l'heure, je crois que c'est Gérard qui parlait du partage des ressentis et tout. On partage les émotions, on partage les ressentis, on peut même les ressentir en même temps, sauf que nous, on peut le faire, les ressentir, et du coup, on peut leur indiquer si on a fait un travail personnel aussi, je pense que c'est très important, suffisant, savoir que ça appartient à la personne et le traduire. Et d'ailleurs, par rapport à ce que disait Gérard aussi tout à l'heure, je pense que c'est très important d'être impressionné d'une manière ou d'une autre par ce que vit la personne, nos patients, parce qu'on doit accepter d'être modifiés nous-mêmes pour qu'eux puissent bouger derrière. C'est-à-dire que si nous, on est très rigide et figé, on ne peut pas attendre de nos patients qu'eux puissent bouger, changer et les amener au changement. Donc leur état interne, même ce qu'ils ne peuvent soi-disant pas traduire ou pas éprouver, c'est là. Et comment nous, on va pouvoir les ressentir à leur place et leur restituer dans l'émotion, traduite, ressentie vraiment. C'est-à-dire c'est vraiment parce qu'on va le ressentir, parce qu'on va être ému, parce qu'on va pouvoir le traduire au moment où ils sont en train de parler telle ou telle chose, qu'ils vont pouvoir se saisir au fur et à mesure de ça. Mais avec, en effet, je travaille beaucoup avec de l'hypnose sur le corps directement, parce qu'à ce moment-là, le corps, il ressent les choses. Ça me parle beaucoup ce que vous dites, parce que du coup, je suis psychomotricienne, donc le travail par le biais du corps, c'est un peu la base de ma pratique. Je me questionne justement sur le lien que vous faites avec la psychosomatique, notamment dans les TND, où du coup, je me questionne sur l'origine, en fait, vraiment de l'alexithymie. Quand on peut imaginer le passé, l'expérience qui peut amener vers l'alexithymie, et je pense que c'est différent de quelqu'un qui nous dit n'avoir jamais ressenti. On sent que le chemin, il n'est pas le même, quoi. Et puis l'accès justement à l'expérience sensorielle, et puis le retour qu'on peut faire aussi sur j'observe ça, vous pouvez ressentir quand je touche avec ma main froide, là c'est du froid, là c'est du chaud, là c'est doux, c'est mou, c'est dur, etc. Des sensations de base peut aider effectivement, mais pour certaines personnes, c'est vraiment, j'ai l'impression, coupé, mais je me demande s'il n'y a pas aussi un chemin, on va dire, physiologique, quoi, qui ne se fait pas, et du coup l'accès au plaisir et au désir, je trouve, est assez difficile, quoi, dans ces personnes, enfin, chez ces personnes-là. Voilà. Et par rapport à ce qui a été évoqué, là, je rejoins complètement ce que dit Véronique. Donc moi je suis psychiatre, hein, depuis quelques années j'ai repris une activité dans un CMP, donc une psychiatrie on va dire de base, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est voilà, une psychiatrie avec des grosses psychopathologies. Donc je rencontre des patients alexithymiques, et ce que disait Véronique, je le ressens complètement. C'est ce côté de mettre des mots sur nos ressentis à nous, de travailler sur une forme d'effet miroir. D'effet miroir qui va dire, qui va nommer, qui va exprimer, ça peut être des ressentis qui ne sont pas forcément positifs non plus, hein. J'ai en tête un patient en particulier à qui j'ai pu lui dire, mais je m'ennuie beaucoup avec vous. Je m'ennuie beaucoup avec vous, quoi. Et pourquoi, à votre avis, je m'ennuie avec vous? Et sur le coup, il ne s'est rien passé.
Quelques mois après, il m'a dit, vous savez, mais cette question que vous m'avez posée à un moment sur la question de l'ennui, ça m'a beaucoup travaillé. Euh, et du coup, je l'ai reposée aux gens qui sont autour de moi. Euh, est-ce que je vous ennuie? Euh, et bon, la réponse a été majoritairement oui, en l'occurrence. Et cet homme, à partir de là, a pu faire un chemin. Voilà. Mais comme tu l'évoquais, Bérangère, par contre, il y a certains patients, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont tellement loin, mais ils sont tellement loin d'eux que c'est extrêmement difficile. Et je pense, j'ai pas les clés par rapport à ça, mais que ton travail en termes de psychomotricienne me paraît essentiel dans ces cas-là. Euh, Parce que avant d'avoir accès à la parole, il faut avoir accès à son corps. Euh, et là, c'est comment tu peux, dans un premier temps, leur donner accès à leur corps. euh, et peut-être nous, derrière, en tant que psychiatre, on peut après, dans un deuxième temps, ou en parallèle, en tout cas, leur donner accès à la parole. Voilà ce Je que je veux termine dire. juste comme ça, parce qu'il y a quelqu'un, j'ai vu qui a levé la main, mais je me demande justement, quand on fait des retours comme ça à ces personnes, c'est effectivement essentiel, et on sent que il y a cette envie, enfin cette envie, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui chemine. Pour autant, je me demande si ça devient pas une sorte de désir appris. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais quelque chose de, vous savez, comme pour les personnes avec autisme qui reproduisent des codes sociaux parce qu'ils les ont observés, mais qui se les approprient, enfin, qui les incarnent pas vraiment. Et des fois, j'ai un peu peur des fois de ça, là, de ce retour qu'on peut faire et qui devient un apprentissage plus par miroir, comme vous disiez, que par vraiment incarnation du Mais désir. c'est très intéressant ça, mais c'est sûr qu'il y a un côté apprentissage, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cet homme qui a pu se positionner différemment, les extérieurs ont pu le voir différemment, et lui a pu commencer à se voir différemment aussi. Euh, et donc, il y a peut-être quelque chose qui n'atteindra jamais son noyau alexithymique, mais en tout cas qui lui donne une place dans la société, un équilibre personnel, un équilibre relationnel qu'il n'avait pas avant. Et là, après, c'est toutes les limites de nos actions, ça, hein. Merci Bérangère. Il y a une question encore, une ou deux questions? Moi, c'est pas une question, c'est une remarque. Je continue à beaucoup penser et cogiter sur tout ce qui est dit. Merci aux conférenciers. Moi qui suis à la retraite, je ne reçois plus de patients. Vous me faites faire un voyage clinique avec beaucoup de plaisir. Mais dans ce qui vient d'être dit, je me disais qu'on revient aux notions du développement. Le thérapeute, il est comme la mère suffisamment bonne de Winnicott. Hein, c'est-à-dire que la mère, elle met des mots sur toutes les sensations chaotiques du nouveau-né et du bébé. Et c'est un petit peu comme si on se retrouvait dans cette situation face à des adultes qui sont comme ça dans le chaos de leur corps. Et, on va permettre de mettre des mots et puis peu à peu de construire ce qu'on appelle l'intégration, hein, le lien entre sensation, émotion, cognition. C'est ça qui se tisse très, très lentement. Il y a la notion du temps aussi, beaucoup, hein. Ça prend du temps. Voilà. Parce qu'on voudrait toujours aller vite, hein. Et pour nos patients, souvent, on leur apporte ça aussi. On leur dit, mais prenez le temps. Prenez le temps qu'il vous faut. Voilà, c'était juste une remarque. Merci Michel pour cette métaphore du tissage qui me tient beaucoup à cœur. Parce que c'est vrai que finalement, une thérapie, c'est pas un fil, c'est un tissu. Oui. Tissu, c'est un tissage, je dirais même, c'est de la haute couture, c'est de la broderie, voilà, c'est tout ça. Si on parle de métaphore. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Gérard. Bon, excusez-moi, je vous appelle par le prénom parce que je parle mon complet. Concernant justement cette nécessité de pouvoir exprimer un ressenti pénible qui est véhiculé dans la relation thérapeutique. Par exemple, la nuit. Personnellement, je procède de cette manière-là aussi, mais en signifiant au patient que c'est pas lui qui m'ennuie en tant que personne, parce que ça peut être vécu comme un abandon, comme un rejet. Et donc, je désidentifie la question de la nuit de la personne en disant, vous voyez, c'est intéressant, mais
chaque fois qu'on se voit, je ressens comme ça, comme un ennui, hein. Mais c'est pas vous, il y a quelque chose qui a à voir avec l'ennui. Alors, on peut se demander peut-être d'où ça vient. Parce que si je ressens cet ennui, c'est que cet ennui, il est présent entre nous, mais peut-être il vient d'ailleurs. À quoi ça vous renvoie, etc. Parce que quand c'est la nuit, je pense que c'est effectivement à voir avec des choses que disait Véronique, la question du vide, de l'abandon, et à tous les coups, quelque chose dans le transgénérationnel a été vécu par le patient comme un abandon, comme le fait qu'il a été ennuyeux pour on ne sait pas qui, hein. Mais en tout cas, c'est toujours à chercher sur la ligne transgénérationnelle. Et ça, moi, je trouve que c'est intéressant justement de désidentifier la personne de l'émotion qu'elle nous procure. J'ai envie de dire que dans ce que j'entends, quand on parle de l'état de conscience modifié, on a tous une représentation très différente de cet état. On peut le voir comme un état qui nous rend différents, on peut le voir aussi comme un état qui nous rapproche. Et quand j'écoutais ce qu'on disait sur les personnes autistes, je me disais on peut communiquer avec quelqu'un par tous les moyens. Barbara Donville, elle nous l'explique par son histoire qu'elle a développée, c'est comme ça qu'elle a travaillé. Elle prend tout ce qui peut être échangé pour approcher quelqu'un. Et je dirais que l'état de conscience modifié, à la rigueur, pourrait rendre les choses plus simples dans cet aspect-là. C'est-à-dire, je pense personnellement qu'il y a un état de conscience modifié souvent dans nos consultations, qu'il y ait ou pas d'hypnose, et que très probablement c'est ce qu'on va utiliser pour s'approcher de l'autre, pour être plus réceptif. Comme a dit Gérard, si je ne peux pas être touché par quelqu'un, alors je ne vois pas comment je vais pouvoir écouter l'autre. Et probablement que cette écoute qu'on donne à l'autre, c'est ce qui nous permet de commencer à communiquer. Voilà ce que je dirais. Je trouve que tout ce que j'ai entendu est plein de bon sens et c'est intéressant. François, tu aurais un mot à dire? Je te vois là devant moi, alors je te désigne. J'ai pas vraiment un mot à dire, mais d'abord, merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Et puis en fait, je tire le fil peut-être de la prochaine conférence au mois de mai. Je cherchais la date, je pense que c'est le 25 mai sur le corps, Oui. puisque le corps a été très présent. Et je pense que dans cette lignée-là, on aura beaucoup de choses à échanger. En lien avec les états modifiés de conscience et le vécu corporel. C'était énoncé par Bérangère et plein d'autres également. En tout cas, merci. J'ai bu du petit lait et c'est vrai que c'était un bel état modifié de conscience de quelques heures. Voilà. Ouais, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un petit mot? Marie-Noël, Martine, Christiane? Ce que je retiens vraiment, qui m'a vraiment parlé, c'est l'histoire de la danse, parce que justement par rapport à ces états de conscience modifiés, il y a vraiment à la fois le focus sur soi et le focus sur l'autre. C'est-à-dire c'est pouvoir vraiment à la fois entrer dans soi et ressentir avec tous les sens, et on revient souvent à l'histoire des sens, du sens et des sens que l'on peut à la fois, comment on peut se relier à nos propres sens pour pouvoir mieux se relier au sens de l'autre. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour faire le lien avec l'imaginaire, ça me rappelle aussi cette histoire que moi j'utilise pas mal avec les patients, du cadavre exquis, mais en commençant à raconter une histoire avec cette espèce de conte fantasmatique qui permet d'entrer dans une espèce de dissociation et de projection en même temps, et quelqu'un commence une histoire et l'autre va la continuer. C'est quelque chose que je propose aussi aux patients parce qu'on est à la fois dans un autre état de conscience, puisqu'on n'est pas vraiment soi-même, mais on n'est pas vraiment un autre. Voilà, ce jeu entre ces passerelles et ces passerelles qui permettent ce tissage du lien. Et voilà, c'est juste ça. Merci Marie-Noël. C'est bien cet exemple du cadavre exquis des surréalistes. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup travaillé sur cette question il y a très longtemps. Voilà, donc écoutez, moi je vais peut-être rebondir sur tout ce qui s'est dit, mais d'une façon très différente, en vous donnant 3 informations. Alors la première, c'est le livre que vous connaissez peut-être de Lionel Nakache, qui s'appelle Le cinéma intérieur.
Et donc, je vous le conseille parce que vraiment, je trouve que... Alors, c'est un neurophysiologiste, hein, un neuroscientifique qui travaille à l'Institut du cerveau, mais qui est en même temps très, je dirais, sensible à la dimension psychanalytique et bon, donc à la dimension psychologique en général. Et son livre, vraiment, est très intéressant sur la dimension, justement, de qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral, hein, de cette activité du cerveau au niveau de ce cinéma intérieur qui est très lié à nos états de conscience modifiés. Donc, j'avais envie de citer son livre parce que c'est vraiment quelqu'un qui vraiment peut nous apporter beaucoup. Le deuxième point, c'est une vraie information, là pour le coup, c'est la position de l'Académie de médecine qui est sortie très très récemment, la semaine dernière, et ses recommandations pour restituer la dimension humaniste du soin. Et l'Académie de médecine a déterminé 5 recommandations. Alors je les tiendrai à votre disposition si vous les voulez, hein. Je vais vous les lire. Alors la première recommandation, c'est restaurer le sens du langage et de la parole, essentiellement pour les soignants. Vous voyez c'est une avancée énorme de dire ça, hein, de la part de l'Académie de médecine. Principal outil symbolique essentiel pour parvenir à mettre un mot sur les émotions. C'est écrit noir sur blanc. La deuxième recommandation, c'est redonner le goût de la lecture. Alors ça va avec la danse, ça va avec les exercices qu'on a pu éventuellement proposer, et je vous en proposerai un dernier d'ailleurs après. Voilà, donc redonner le goût de la lecture, quel qu'en soit le support. La troisième recommandation, c'est puiser dans la culture des mythes. Alors évidemment, pour nous qui faisons de l'hypnose, c'est très intéressant puisque évidemment, la question de la métaphore est au centre de nos pratiques. Donc, dans les mythes, on peut trouver beaucoup d'idées métaphoriques. La quatrième, c'est fréquenter assidûment les œuvres d'art, qui donnent à lire ou à voir ou à entendre pour développer l'observation attentive et le sentiment esthétique, la sensibilité, l'interprétation contextuelle. Et la cinquième recommandation de l'Académie de médecine, en outre, il apparaît nécessaire de redéfinir le tutorat et le compagnonnage. Et là, on revient évidemment sur la formation du sexologue, sur la question qui va être sensible pour évidemment Michel, qui est très impliqué dans toute la voix et la dimension de Michael Balint. Donc, c'est la cinquième recommandation de l'Académie de médecine actuellement pour restituer une dimension humaine aux soins et en mettant en œuvre tous ces objectifs. Et je trouve que là, on fait un pas énorme parce que c'est quand même des recommandations officielles. Alors maintenant, est-ce qu'elles vont être mises en œuvre complètement? Nous, on les a mis en œuvre dans beaucoup de nos diplômes, etc., pour beaucoup de ces recommandations, notamment la dernière. Mais je crois que les autres sont très importantes aussi, la lecture, les œuvres d'art. Et pour terminer justement sur l'art, je voulais aussi vous signaler qu'il y a une nouvelle orientation qui vient d'être mise en place, qui pourrait se rapprocher de la bibliothérapie ou de la musicothérapie, mais qui est la muséothérapie, et qui donc est travaillée en particulier par une scientifique qui s'appelle Nathalie Bondil, et qui considère la muséothérapie et la prescription muséale, c'est-à-dire la prescription que l'on peut faire à ses patients d'aller au musée et de reparler des œuvres d'art, eh bien, est un outil de santé publique. Et elle explique d'ailleurs que les grandes organisations internationales, dont l'OMS, ont validé cette approche, et il y a énormément d'articles scientifiques sur cette question. Donc voilà, je voulais Si je vous peux me donner... permettre, elle a même créé à Lyon avec Pierre Lemarquis un DU, un diplôme universitaire, Voilà. qui est très passionnant. Voilà, donc c'est pour dire que ce sont des nouvelles un peu récentes, hein, dont je voulais vous faire part et qui vont dans le sens de la créativité, de la valeur aussi du lien thérapeutique, hein, de ce qui se passe entre nous et nos patients, et puis des outils aussi qui sont aussi à notre disposition finalement, mais des outils dynamiques et pas des outils qui produisent en fait, hein.
Voilà, je voulais terminer avec ça. Je vous remercie, je vais remercier évidemment Véronique, Pascal, Gérard d'avoir consacré ce temps pour cette conférence. J'espère qu'elle vous aura apporté suffisamment d'idées et qu'on pourra se retrouver bientôt, notamment au mois de mai, sur la prochaine conférence qui sera donc organisée par la SCLIF, qui sera dirigée par Martine Potencier autour de la question du corps. Voilà, je vous Merci embrasse. Joël d'avoir organisé cette rencontre. Oui, je vous embrasse tous parce que le baiser est créatif.